Thomas Callahan avait déjà levé son fusil lorsqu'il vit ses yeux. Ce n'étaient pas les yeux d'une voleuse, mais ceux d'une mère qui avait cessé de supplier qu'on lui accorde grâce 3 villes auparavant. Elle ne bougeait pas, ne parlait pas, se contentant de serrer 7 enfants tremblants contre le mur de la grange, sa main ensanglantée couvrant la bouche du plus petit. La lanterne tremblait dans la main de Thomas. Dehors, la neige recouvrait le territoire du Montana dans un silence absolu. À l'intérieur, la voix de sa femme décédée lui murmura les derniers mots qu'elle avait prononcés. « Promets-moi que tu ne laisseras pas ce range mourir vide. » Il baissa son fusil. Mais avant de continuer, si vous aimez les histoires de rédemption et de seconde chance, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. Indiquez votre ville dans les commentaires ci-dessous afin que je puisse voir jusqu'où l'histoire de Sarah voyage. Voyons maintenant ce que Thomas a fait ensuite, car son choix allait tout changer. La femme sursauta lorsque Thomas posa le fusil contre le poteau. « Non, murmura-t-elle. Sa voix se brisa comme la glace d'un ruisseau en mars. N'appelle pas la police. » Thomas l'observa. Elle avait environ 30 ans, peut-être moins, mais elle semblait plus âgée que son âge. Ses cheveux noirs collaient à son visage à cause de la sueur, malgré le froid. Sa robe, si on pouvait l'appeler ainsi, pendait dans lambeaux. Le tissu était si fin qu'il pouvait voir ses côtes à travers les déchirures. Du sang imprégnait sa manche gauche, de l'épaule au poignet. Derrière elle, 7 visages le fixaient. Le plus âgé ne pouvait pas avoir plus de 12 ans. Le plus jeune avait peut-être 3 ans. Il avait le pouce enfoncé dans la bouche et les yeux vitreux à cause de la fièvre. « Depuis combien de temps êtes-vous ici ?» demanda Thomas. « Depuis la tombée de la nuit. » Elle bougea et une grimace de douleur traversa son visage. « Nous serons partis à l'aube. Pouvez-vous marcher ?» Elle ne répondit pas. La fillette de 12 ans s'avança à sa place. Grande pour son âge, elle avait les yeux sombres de sa mère et une mâchoire qui trahissait une vie trop dure. « Elle a apporté mon frère sur 15 kilomètres, dit la fille. Sa voix était calme, mais ses mains tremblaient. Elle l'a porté tout le long du chemin pendant que nous marchions. Elle n'a rien porté d'autre depuis, à part ce bébé. » Elle désigna le petit de 3 ans. Thomas s'accroupit, bougeant lentement. La femme a tiré les enfants en arrière. « Je ne suis pas là pour vous faire du mal, a-t-il dit. Mais ce bras a besoin de soins et ces enfants ont besoin de chaleur. La maison est à 50 mètres. Le feu est déjà allumé. Nous ne pouvons pas vous payer. Je ne vous ai pas demandé de le faire. » La femme l'a regardé fixement. Sa gorge a bougé, mais aucun son n'en est sorti. Finalement, elle murmura. « Pourquoi ?» Thomas se leva. « Parce qu'on est en novembre dans le Montana et que vous avez 7 enfants à moitié gelés. Je n'ai pas besoin d'une meilleure raison que ça. » Il prit la lanterne et se dirigea vers la porte de la grange. Derrière lui, le silence, puis de petits pas. Il ne se retourna pas, continuant simplement à marcher dans la neige vers la maison. Lorsqu'il atteignit le porche, les 8 enfants le suivaient. À l'intérieur, le feu était faible. Thomas l'attisa, puis sortit toutes les couvertures qu'il possédait du coffre que sa femme avait peint en jaune. Il les étala sur le sol près de l'âtre. Les enfants s'effondrèrent dessus comme des pierres tombées. La femme resta près de la porte, vacillant. Son visage était devenu gris. « Assieds-toi, dit Thomas. Je peux rester debout. Tu vas tomber. » Elle s'assit lentement, comme si ses os risquaient de se briser. Thomas apporta du pain à l'eau et les restes du ragoût de la veille. Les enfants mangèrent sans parler, les yeux rivés sur chacun de ses gestes. La fille aînée mangea 3 bouchées, puis passa son bol au garçon à côté d'elle. Thomas alla chercher un autre bol. Lorsque la femme essaya de lever sa cuillère, sa main ne se ferma pas. La cuillère tomba bruyamment sur le sol. Thomas s'agenouilla à côté d'elle. « Laissez-moi voir votre bras. Tout va bien. Tu saignes à travers ta manche. » Elle détourna le visage. « Ce n'est pas grave. Pour moi, ça l'est. » Quelque chose dans sa voix la poussa à le regarder vraiment. Ses yeux étaient verts. Il réalisa que c'était un vert qui lui rappelait l'herbe au printemps, l'herbe sur laquelle Margaret s'allongeait en riant, à l'époque où le rire avait encore sa place dans cette maison. « Pourquoi tu t'en soucies ?» demanda la femme. « J'ai perdu ma femme il y a 2 ans. Le cancer l'a emportée lentement. Je l'ai regardée dépérir dans ce lit là-bas, tandis que je restais là, impuissant. » Il fit un signe de tête vers la petite pièce à côté de la cuisine. « Je ne peux peut-être pas réparer ce qui est déjà cassé,
mais je peux vous empêcher de vous vider de votre sang sur mon sol. Elle ne lui résista pas après cela. Il coupa la manche. La blessure était profonde, irrégulière, infectée. Elle l'avait bandée avec des bandes de son propre jupon, mais le tissu était noir de sang séché. Qu'est-ce qui a causé ça? Demanda-t-il. Du fil de fer, je me suis déchiré en escaladant. Je fuyais quelqu'un. Elle serra les mâchoires. Toujours. Thomas nettoya la blessure avec du whisky. Elle ne fit aucun bruit, mais sa respiration devint superficielle et elle ferma les yeux. Quand il commença à recoudre, la fille aînée s'approcha. « Je peux la tenir, » dit la fille. Thomas secoua la tête. « Elle est plus forte que nous deux réunis. Elle se tiendra toute seule. » Et c'est ce qu'elle fit. 17 pointes de suture. Elle ne pleura pas, ne gémit pas. Elle serra simplement l'accoudoir de la chaise si fort que le bois craqua. Lorsque Thomas eut terminé, il enveloppa son bras dans un tissu propre et se rassit. « Vous avez un nom? Sarah? Ce sont vos enfants? Certains d'entre eux? » Elle regarda les 7 silhouettes endormies et recroquevillées près du feu. « Certains, je les ai ramassés en chemin. Leurs parents sont morts, sont partis ou sont devenus trop méchants pour vivre avec eux. Ça me semblait mal de les abandonner. Alors vous les avez simplement recueillis. C'est eux qui m'ont recueilli. » La voix de Sarah s'adoucit. Le bruit court. Une femme qui voyage seule ne frappe pas les enfants et partage sa nourriture. Ils ont commencé à me suivre. J'ai d'abord essayé de les repousser, mais elle s'est arrêtée. Mais vous n'avez pas pu. Non. Thomas se leva et versa du café noir, comme Margaret avait l'habitude de le faire. Il tendait une tasse à Sarah. Elle la prit de sa main valide et, pour la première fois depuis qu'il l'avait trouvée, quelque chose qui ressemblait à de l'espoir passa sur son visage. « Où allez-vous? » demanda-t-il. « Vers l'ouest, aussi loin que les montagnes nous mèneront. »« Vous fuyez quoi? »« Mon beau-frère. » Elle le dit d'un ton neutre, comme si elle décrivait la météo. « Après la mort de mon mari, Clayton a décidé que j'étais sa propriété. Quand j'ai refusé, elle s'interrompit à nouveau, fixant son café. Quand j'ai dit non, il a raconté à tout le comté que je l'avais volé. Il a mis ma tête à prix. 50 $. 50 $ pourquoi? Vol, vagabondage, immoralité. Son rire était amer. Faites votre choix. Thomas resta silencieux pendant un long moment. Dehors, le vent faisait claquer les volets. À l'intérieur, l'un des enfants gémissait dans son sommeil. La fille aînée, la fille de Sarah, supposa-t-il, tendit le bras et serra l'enfant contre elle sans le réveiller. « Tu comptes me dénoncer? » demanda Sarah. « Non. Pourquoi pas? 50 $, ça peut acheter beaucoup de choses. »« Ça peut? » Thomas acquiesça. « Mais je n'ai pas assez besoin d'argent pour vendre une femme qui a porté un enfant malade sur 15 kilomètres dans la neige. » Sarah déglutit. Elle posa le café avant qu'il ne puisse voir ses mains trembler. « Merci, murmura-t-elle. Ne me remercie pas encore. D'ici demain matin, tout le village saura que vous êtes ici. » Mais elle, Agatha Winslow, a des yeux de faucon et une langue de vipère. Dès qu'elle verra de la fumée sortir de 2 cheminées, au lieu d'une, elle se posera des questions. Nous partirons avant l'aube. Vous ne pouvez pas marcher 3 mètres, encore moins 15 kilomètres. J'ai déjà marché plus loin. Pas avec ce bras, non. Thomas se pencha en avant. Écoutez, j'ai de la place. La grange est chaude si le toit ne fuit pas. La maison est plus chaude. Vous et les enfants pouvez rester jusqu'à ce que votre blessure guérisse et que vous soyez assez forte pour voyager correctement. Sarah le fixa du regard. Vous ne me connaissez même pas, j'en sais assez. Et si je suis une voleuse? Alors je mettrai mes objets de valeur sous clé. Et si Clayton vient me chercher? Alors il me trouvera à votre place. Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux. Dehors, un coyote hurla. Les yeux de Sarah se rempliront de larmes, mais elle cligna des paupières pour les retenir. « Je ne peux pas vous payer, » répéta-t-elle. Elle ne demanda pas. « Que voulez-vous de moi? » Thomas la regarda dans les yeux. « Rien. Peut-être un peu de compagnie. Peut-être un peu de bruit dans une maison qui est trop calme depuis trop longtemps. Peut-être simplement faire quelque chose que Margaret aurait voulu que je fasse. » Sarah regarda les enfants endormis, le feu, les murs en bois brut qui, d'une certaine manière, lui semblaient plus sûrs que n'importe quel endroit où elle avait séjourné depuis des années. « 1 semaine, dit-elle finalement. Juste le temps de me stabiliser. »« 1 semaine, acquiesça Thomas, même s'ils savaient tous les deux que c'était un mensonge. Le matin arriva.
froid et pâle. Thomas se réveilla avant l'aube, par habitude, et trouva Sarah déjà debout, essayant de balayer le sol d'une seule main. Elle bougeait avec raideur, maladroitement, la douleur se lisant dans chaque ligne de son corps. « Assieds-toi, dit-il, je peux t'aider. Tu peux te reposer. » « Je ne sais pas comment faire. » Thomas lui prit le balai des mains. « Alors il est temps que tu apprennes. » Les enfants se réveillèrent lentement, bâillant et s'étirant comme des chats de grange. Le plus petit garçon, celui qui était malade, était encore brûlant au toucher. Thomas prépara un porridge épais et nature, et les regarda manger comme s'ils n'avaient jamais vu de nourriture auparavant. La fille aînée attira son attention. « Merci, monsieur Thomas. »« De rien, mademoiselle Emma. » Elle avait les yeux de sa mère, mais avec quelque chose de plus dur dans le regard. Quelque chose qui disait qu'elle avait dû devenir adulte bien avant l'âge. « C'est de mon frère, James. » Elle désigna le garçon de 9 ans, avec des taches de rousseur. « Les petites sont Anna, Samuel et Benjamin. Le malade, c'est Michael. » Ces deux-là, dit-elle en désignant deux garçons maigres comme des clous qui auraient pu être jumeaux, ce sont Daniel et Joseph. Ils ne sont pas de notre sang, mais ils sont à nous maintenant. Thomas compta à nouveau. 7, comme le titre l'indiquait. 7 raisons pour lesquelles Sarah ne pouvait pas courir assez vite. 7 ancres qui la retenaient prisonnière du danger. « Eh bien, dit Thomas, je pense qu'il vaudrait mieux faire baisser la fièvre de Michael. Emma, va me chercher l'écorce de Saul sur l'étagère. » Sarah boit ça. Il lui tendit une tasse de thé à la camomille mélangée à du miel. « Qu'est-ce que c'est? »« Un remède. Bois. » Elle but. En milieu de matinée, la maison avait trouvé son rythme. Les enfants exploraient prudemment, touchant les objets comme s'ils craignaient qu'ils disparaissent. Thomas montrait à James comment fendre du petit bois. Emma aida Sarah à se rendre sous le porche afin qu'elle puisse s'asseoir à la faible lumière du soleil. C'est alors qu'ils aperçurent la cavalière. Mademoiselle Agatha Winslow remontait le chemin sur sa jument grise, le dos droit comme un piquet de clôture, le visage pincé comme si elle avait sucé un citron depuis sa naissance. Sarah se raidit. « Qui est-ce? Des ennuis? » marmonna Thomas. Il descendit du porche pour aller à sa rencontre. Agatha retint son cheval et le regarda de haut, les yeux perçants derrière ses lunettes métalliques. « Thomas Callahan, je ne m'attendais pas à voir de la fumée chez vous si tôt. »« Un incendie. »« Peu importe l'heure, mademoiselle Agatha. »« Non, je suppose que non. » Son regard glissa sur lui vers le porche, vers Sarah, vers les enfants qui regardaient par les fenêtres. Sa bouche se crispa. « On dirait que vous avez accueilli des invités. On dirait que j'ai des étrangers. »« Des gens, » répéta lentement Agatha. « Des gens sans domicile, sans ressources, et si l'on en croit les ragots, avec un passé plutôt mouvementé. » Thomas serra les mâchoires. « Les ragots ne sont pas paroles d'évangile, mademoiselle Agatha. Non, mais il n'est généralement pas de fumée sans feu. » Elle descendit de cheval, lissant sa jupe. « Je dois parler à cette femme. Elle se repose. » « J'en suis sûr. » Agatha se dirigea vers le poche. Thomas lui barra le chemin. « Bon, mademoiselle Agatha, avec tout le respect que je vous dois, faites demi-tour et rentrez chez vous. » Elle plissa les yeux. « Excusez-moi. Ces personnes sont sous mon toit. Elles me concernent donc, pas vous. Votre responsabilité? » La voix d'Agatha s'éleva. « Thomas, cette femme est recherchée. Sa tête est mise à prix pour vol et abandon. Ce sont des mensonges répandus par un homme qui ne savait pas accepter un refus. » Le visage d'Agatha rougit. « Vous n'en savez rien. »« J'en sais assez. Vous ne savez rien. » Elle s'approcha, sa voix devenant presque douce. « Thomas, je comprends. Tu te sens seul. Margaret est partie depuis 2 ans et cette maison est trop calme. Mais accueillir une criminelle et 7 enfants qui ne sont pas les tiens, ce n'est pas de la charité chrétienne. C'est de la folie, peut-être. » Thomas repoussa son chapeau en arrière, « Mais c'est ma folie. Et la dernière fois que j'ai vérifié, c'était toujours ma propriété. » Derrière lui, Sarah se tenait debout, lentement, d'un pas chancelant, mais droite. Emma se plaça à ses côtés, et les autres enfants suivirent, formant une ligne sur le porche comme de petits soldats. Agatha les regarda fixement, le bras bandé de Sarah, les joues creuses et les vêtements usés des enfants. Quelque chose passa sur son visage. De la pitié peut-être, ou de la honte, mais cela se durcit rapidement. « La ville en entendra parler, dit-elle. Je m'y attends, ils viendront. » Qu'ils viennent. Agatha monta sur son cheval. Avant de partir, elle regarda Sarah une dernière fois.
J'espère que tu vaux sa ruine, ma fille, car c'est ce que tu lui apporteras. Puis elle disparut, laissant derrière elle un nuage de poussière comme une malédiction. Sarah s'effondra dans le fauteuil. Son visage était devenu livide. Je devrais partir. Non, Thomas. Non. Il se tourna vers elle. Je ne t'ai pas sorti de cette grange pour te voir courir à ta perte. Tu restes. Nous ferons face à tout ce qui arrivera. Pourquoi? Sa voix se brisa. Pourquoi risquerais-tu tout pour des gens que tu ne connais même pas? Thomas regarda les enfants. Emma, debout, féroce et protectrice. Le petit Michael, toujours fiévreux mais vivant. Sarah elle-même, brisée, traquée, mais qui continuait à se battre malgré tout. Parce que Margaret et moi voulions des enfants, dit-il doucement. Nous avons essayé pendant des années, sans succès. Puis elle est tombée malade et c'était fini. Il fit une pause. Peut-être que je fais ça pour elle. Peut-être que je le fais pour moi. Ou peut-être que je suis juste fatigué de laisser les gens bien souffrir parce que c'est plus facile que de se battre. Il croisa le regard de Sarah. Quoi qu'il en soit, tu restes. Au moins jusqu'à ce que ton bras guérisse et que la fièvre de Michael tombe. Après ça, tu décideras. Mais pour l'instant, tu ne t'enfuiras pas. Tu te reposeras. Sarah le fixa du regard. Puis, lentement, elle acquiesça. Les enfants expirèrent comme s'ils avaient retenu leur souffle pendant des kilomètres. Thomas se retourna vers le tas de bois, conscient qu'il venait de se mettre une cible dans le dos. Mais pour la première fois depuis la mort de Margaret, il ressentait autre chose que le vide. Il se sentait utile. Cet après-midi-là, Thomas trouva Emma derrière la grange, en train d'apprendre aux plus jeunes enfants à empiler du bois de chauffage. Elle bougeait avec une efficacité tranquille, leur montrant comment incliner chaque morceau pour que le tas ne s'effondre pas. Quand elle le vit, elle se redressa et s'essuya les mains sur sa jupe. « Je ne t'ai pas demandé de faire ça, dit Thomas. Je n'ai pas demandé la permission. » Emma leva le menton. « Nous ne sommes pas des profiteurs. Je n'ai jamais dit ça. C'est cet homme qui l'a dit, dit-elle à cheval. » Thomas s'appuya contre la clôture. « Ma sœur Agatha dit beaucoup de choses. La plupart sont de la peur déguisée en droiture. » Emma l'étudia. « Tu vas vraiment nous laisser rester? J'ai dit que je le ferais. Les gens disent des choses, ça ne veut pas dire qu'ils tiennent leurs promesses. Moi, je tiens les miennes. » Elle ne répondit pas tout de suite. Elle se retourna simplement vers le tas de bois. Elle ajusta une bûche qui n'avait pas besoin d'être ajustée. Finalement, elle dit « Maman ne fait pas confiance à Easy. Elle a été profondément blessée par des hommes qui se sont montrés gentils au début. Je ne fais pas semblant. Comment je le sais? » Thomas la regarda dans les yeux. « Tu ne le sais pas. Pas encore. Mais je pense que le temps te montrera ce que les mots ne peuvent pas dire. » Emma acquiesça lentement. Derrière elle, le petit Samuel laissa tomber une bûche sur son pied et se mit à pleurer. Elle fut là en un instant, le soulevant, vérifiant ses orteils, lui murmurant des mots réconfortants. Le garçon enroula ses bras autour de son cou et enfouit son visage dans son épaule. « Quel âge as-tu? » demanda Thomas. « 13 ans en janvier. Tu ne devrais pas avoir apporté tout ça. » Quelqu'un doit le faire. Emma posa Samuel doucement par terre. Maman fait ce qu'elle peut, mais elle court depuis si longtemps qu'elle a oublié comment se reposer. Et ces petits, ils ont besoin de plus qu'elle ne peut leur donner en ce moment. Et toi, de quoi as-tu besoin? Le visage d'Emma resta soigneusement impassible. Je vais bien, Emma. J'ai dit, je vais bien. Elle se détourna. Nous ferions mieux d'empiler ce bois avant la tombée de la nuit. Thomas la laissa tranquille. Certaines blessures ne pouvaient être soignées par des mots. À l'intérieur de la maison, Sarah était assise à la table de la cuisine et essayait d'éplucher des pommes de terre d'une seule main. Elle en avait épluché 3 avant que Thomas n'entre. Le couteau ne cessait de glisser de sa main. « Laisse-moi faire, dit-il. Je peux le faire, Sarah. Je peux le faire. » Sa voix se brisa. Le couteau tomba sur la table dans un bruit métallique. Elle fixa son bras bandé, sa main tremblante, les pommes de terre qui se moquaient de son inutilité. « Bon sang! » Thomas tira une chaise et s'assit. « Tu as porté un enfant malade sur 15 kilomètres. Sois indulgente avec toi-même. L'indulgence ne prépare pas le dîner. »« Non, mais moi oui. » Il prit le couteau. « Parle-moi de ton mari. » Sarah resta immobile. « Pourquoi? Parce que tu l'aimais autrefois, je suppose. Et parce que parler des morts rend parfois leur absence moins lourde à porter. »
Elle resta silencieuse pendant un long moment. Il crut qu'elle ne répondrait pas. Puis elle parla d'une voix basse. Daniel était gentil, calme, gentil comme toi. Il travaillait dans une petite ferme près de Billings. Nous nous sommes mariés quand j'avais 17 ans. Il en avait 23. Ses doigts suivirent le grain du bois. Nous avons passé 3 belles années. Puis la sécheresse a frappé. Les récoltes ont été mauvaises. La banque est venue nous voir. Daniel a pris un emploi dans le ranch de son frère pour payer des dettes. Le ranch de Clayton, oui. Sarah serra les mâchoires. Clayton me regardait toujours de travers, même avant la mort de Daniel, comme si j'étais quelque chose qui lui appartiendrait un jour. Daniel l'avait remarqué aussi. Il s'était disputé à ce sujet une fois. Daniel lui avait dit de garder ses yeux pour lui ou il le mettrait à la porte. Qu'est-il arrivé à Daniel? Un cheval lui a donné un coup de sabot dans la poitrine, lui a cassé les côtes et perforé le poumon. Il a survécu 3 jours. La voix de Sarah est devenue monocorde. Clayton s'est présenté à l'enterrement. Il se tenait trop près de moi. Il m'a dit que je n'avais pas à m'inquiéter, car il prendrait soin de moi désormais. Il a dit qu'une femme seule ne pouvait pas s'en sortir. Mais tu ne voulais pas de ses soins. Je voulais qu'il parte. Je voulais retrouver mon mari. Je voulais... Elle cessa de déglutir bruyamment. Peu importe ce que je voulais. J'ai dit non à Clayton. Il m'a dit que je changerais d'avis une fois que l'argent serait épuisé. Comme je continuais à dire non, il est devenu méchant. Il a commencé à dire aux gens que j'avais volé son bétail pour le vendre. Il a dit que j'étais inapte, immorale, dangereuse. Il a mis ma tête à prix. Thomas posa le couteau. Comment as-tu eu Emma? Elle est à moi. Elle est à Daniel et moi. C'est notre seul enfant avant sa mort. Les autres, je les ai trouvés après. Joseph et Daniel jouaient au père. Daniel et les jumeaux, leur mère est morte de fièvre. Leur père s'est saoulé à mort 6 mois plus tard. James travaillait dans les mines à 8 ans jusqu'à ce que le puits s'effondre. Tout le monde a été tué sauf lui. Les parents d'Anna la battaient, la mère de Michael l'a abandonné à l'église. Benjamin. La voix de Sarah s'adoucit. La mère de Benjamin est morte en couche. C'était mon ami. J'ai promis de le protéger. Et tu l'as fait, vraiment? Sarah regarda vers la fenêtre où les enfants jouaient. Je les traîne à travers le Montana en hiver avec un fou à nos trousses. Quelle sécurité! Tu es en vie. Ils sont en vie. C'est plus que ce que la plupart des gens pourraient espérer. Sarah se retourna vers lui. Pourquoi tu n'arrêtes pas de dire des choses comme ça? Comme quoi? Comme si je faisais quelque chose de bien au lieu de simplement survivre. Peut-être que survivre, c'est bien. Peut-être que choisir de continuer quand tout incite à abandonner, c'est la chose la plus courageuse qui soit. Les yeux de Sarah se remplirent de larmes. Elle cligna rapidement des yeux et détourna le regard. Je devrais aller voir Michael. Elle se leva trop vite. Sa vision se brouilla et elle vacilla. Thomas la rattrapa par le coude. Doucement. Je vais bien. Tu ne vas pas bien. Tu es épuisé, à moitié affamé, et tu essayes de t'occuper de 7 enfants avec un seul bras valide. Il la guida vers la chaise. Assieds-toi. Je vais voir comment va Michael. Thomas, assieds-toi. Elle s'assit. Michael dormait lorsque Thomas entra dans la petite pièce où les enfants avaient fait un nid avec des couvertures. Le front du garçon était encore chaud, mais pas brûlant comme auparavant. Il respirait plus facilement. Thomas humidifia un chiffon et le posa sur le front de l'enfant. James apparut dans l'embrasure de la porte. Est-ce qu'il va mourir? Non. Comment le sais-tu? Parce que sa fièvre baisse et qu'il a des gens qui l'aiment. Ça compte. James acquiesça, peu convaincu. Ma maman est morte même si les gens l'aimaient. Je sais que parfois, l'amour ne suffit pas à empêcher la mort, mais il suffit à donner envie de se battre pour la vie. Le garçon réfléchit à cela. Tu aimais beaucoup ta femme. Est-ce que ça finit par ne plus faire mal? Thomas le regarda, âgé de 9 ans et déjà accablé par un chagrin trop lourd à porter. Non, mais ça finit par ne plus être la seule chose que tu ressens. James s'assit par terre près de Michael. Je ne me souviens pas de mon papa. Il est parti avant que je sache parler. Maman disait qu'il ne supportait pas d'être pauvre. Il arracha un fil de sa manche. Est-ce que je suis méchant de ne pas le regretter? Non, tu es juste honnête. Mademoiselle Agatha a dit « Nous portons malheur », a dit maman, qui collectionne les ennuis. Thomas serra les mâchoires. Mademoiselle Agatha a peur.
Les gens qui ont peur disent des choses cruelles pour se sentir plus grands. Tu as peur de nous? Non. Pourquoi pas tout le monde? Parce que je sais faire la différence entre le danger et le besoin. Vous n'êtes pas dangereux, les enfants. Vous avez juste faim, vous êtes fatigués et vous voulez un endroit sûr. Il n'y a rien d'effrayant à cela. James leva les yeux vers lui. Vous allez vraiment nous laisser rester aussi longtemps que vous en aurez besoin. Et si cette dame revient avec le shérif, alors nous nous en occuperons. Et si Clayton vient? Thomas croisa le regard du garçon. Alors je m'occuperai de lui. Quelque chose s'apaisa sur le visage de James. Ce n'était pas la peur qui disparaissait, mais quelqu'un d'autre qui acceptait d'en porter une partie. Le soir venu, la maison sentait les pommes de terre et le porc salé. Les enfants se rassemblèrent autour de la table pour regarder Thomas servir les portions. Il leur donna à chacun une portion supplémentaire, ignorant le fait que son assiette semblait bien vide. Sarah remarqua que ce n'était pas suffisant pour lui. « J'ai déjà mangé. » Menteur, il sourit faiblement. « Mange, Sarah. Tu as plus besoin de force que moi. » Elle ne discuta pas. Elle mangea lentement, savourant chaque bouchée, les yeux rivés sur les enfants pour s'assurer qu'ils avaient assez à manger. Après le souper, Emma débarrassa les assiettes sans qu'on le lui demande. Anna l'aida, se déplaçant avec précaution, comme si elle s'attendait à être punie pour avoir fait tomber quelque chose. Thomas la vit sursauter lorsqu'il passa devant elle pour attraper le bac à vaisselle. « Je ne vais pas te frapper, » dit-il doucement. Anna se figea. « Je sais. Et toi? » Elle ne répondit pas. Elle se contenta de frotter une assiette si fort que Thomas crut qu'elle allait se casser. Plus tard, lorsque les enfants se sont installés près du feu, Thomas a retrouvé Sarah sur le porche. Elle se tenait debout dans le froid, sans châle, le regard perdu dans le vide. « Tu vas attraper la mort, lui a-t-il dit. Ce serait peut-être plus facile. »« Ne dis pas ça. »« Pourquoi? » ?»« C'est vrai, la voix de Sarah était fatiguée. « Je suis tellement fatigué, Thomas. Fatigué de fuir. Fatigué de regarder derrière moi. Fatigué de prétendre que je suis assez forte pour les protéger tous alors que je sais que je ne le suis pas. Toi, tu l'es. Pas moi. Je suis juste têtu. Il y a une différence. » Thomas s'approcha d'elle. Margaret disait la même chose. Quand le cancer s'est aggravé, elle me disait qu'elle n'était pas courageuse, juste trop méchante pour abandonner. Je lui ai dit que c'était la même chose. Elle a ri. Elle m'a dit que je ne connaissais pas la différence entre le courage et la méchanceté. Qu'est-ce que tu as répondu? J'ai dit que je m'en fichais. Tant qu'elle continuait à respirer, elle pouvait appeler ça comme elle voulait. Sarah le regarda. Ça a marché? Non, elle est morte quand même. La voix de Thomas se fit plus rauque, mais ses mois supplémentaires, il comptait. Chaque matin où elle se réveillait comptait. Chaque sourire, chaque mot, chaque souffle, tout comptait parce qu'elle l'avait choisi. Je n'ai pas choisi ça. J'ai choisi Daniel. J'ai choisi une vie tranquille. Elle désigna la maison, la grange, l'obscurité au-delà. Ça m'a choisi. Alors choisis la suite. Clayton traque la femme qui s'est enfuie. Sois la femme qui cesse de fuir. Je ne peux pas le combattre. Tu n'as pas à le faire. Je le ferai. Sarah se tourna vers lui. Pourquoi? Pourquoi te battrais-tu pour moi? Parce que quelqu'un aurait dû se battre pour toi il y a longtemps. Les mots restèrent suspendus entre eux. Sarah eut le souffle coupé, mais elle ne pleura pas. Elle se serra simplement dans ses bras et détourna le regard. « Je ne sais pas comment laisser les gens m'aider, » murmura-t-elle. « Alors apprends, de la même manière que j'apprends à laisser les gens revenir dans ma vie. » À l'intérieur, l'un des enfants rit, probablement James qui montrait aux jumeaux un tour avec une ficelle. Le son flottait, chaud et léger, remplissant un espace qui était resté silencieux trop longtemps. Sarah sourit faiblement. « Ils t'aiment bien. Je les aime bien. Emma est protectrice. Elle va te tester. Elle l'a déjà fait. Et je pense que je finirai par passer le test. Elle a juste besoin de temps pour croire que je ne fais pas semblant. » Sarah acquiesça. « Du temps. C'est ce dont nous avons tous besoin. Juste un peu plus de temps. Alors prends-le. Prends tout le temps dont tu as besoin. Cette maison ne va pas bouger. » Cette nuit-là, Sarah dormit dans le lit de Thomas, tandis qu'il s'installa par terre près du feu. Les enfants s'entassèrent comme des chiots, respirant doucement et régulièrement. Thomas resta éveillé, écoutant les bruits d'une maison qui se souvenait de la vie. 3 jours passèrent. La fièvre de Michael tomba. Le bras de Sarah commença à guérir.
Les enfants reprirent un courage, riant et sursautant moins. Emma se mit à sourire quand elle pensait que personne ne la regardait. James construisit une fronde et s'entraîna à tirer des cailloux sur les poteaux de la clôture. Anna chantait en balayant. Thomas coupait du bois, réparait les clôtures et essayait de ne pas remarquer à quoi ressemblait Sarah à la lumière du matin. Comment ses cheveux tombaient librement quand elle les brossait. Comment son rire semblait rouillé mais réel. Comment elle se déplaçait dans sa maison comme si elle y était chez elle. Le 4e jour, la ville vint frapper à la porte. Pas mademoiselle Agatha cette fois-ci. Le shérif Warren Hayes, 45 ans, fatigué, accompagné de 2 adjoints et d'un regard qui disait qu'il aurait préféré être ailleurs. Thomas les accueillit dans la cour. Sarah resta sous le porche, Emma à ses côtés. Les autres enfants regardaient par la fenêtre. « Shérif, dit Thomas d'un ton neutre. Thomas Hayes mit pied à terre lentement. Vous savez pourquoi je suis ici? Je suppose que oui. Il y a un mandat d'arrêt contre une femme nommée Sarah Bennett. Vol, abandon, vagabondage. Hayes sortit un papier plié de son manteau. Clayton Bennett a mis une prime sur sa tête. Il dit qu'elle a volé des biens et s'est enfuie. Quel bien? Du bétail, de l'argent, des effets de ce personnel. Il ment. C'est Hayes qui le dit. Ce n'est pas à moi d'en décider. La loi dit que je dois l'arrêter. Le juge tranchera. Et si elle ne veut pas venir, alors j'ai un problème. Hayes jeta un coup d'œil à Sarah. Madame, je dois vous demander de me suivre. Sans faire d'histoire. Vous aurez un procès équitable. Non, elle n'aura pas un procès équitable. La voix d'Emma était tranchante. Clayton possède la moitié du comté. Il possède aussi le juge. Hayes semblait mal à l'aise. Je ne peux pas quoi? Je ne peux pas admettre que vous êtes sur le point de livrer une femme innocente à un homme qui a battu son propre frère à mort. Sarah attrapa le bras d'Emma. Emma, arrête. Non. Emma se dégagea. J'en ai assez d'arrêter. J'en ai assez de fuir. J'en ai assez de vous voir saigner et mourir de faim et faire semblant que tout va bien alors que ce n'est pas le cas. Elle se tourna vers Hayes. Vous voulez la vérité? Clayton Bennett a essayé de forcer ma mère après la mort de mon père. Quand elle a refusé, il a répandu des mensonges. Maintenant, il se sert de vous pour finir ce qu'il a commencé. Et vous allez le laisser faire parce que c'est plus facile que de vous battre. Les adjoints se mirent mal à l'aise. Hayes rougit. Emma. La voix de Sarah se brisa. C'est vrai, maman. Tu le sais bien. Nous le savons tous. Les yeux d'Emma brillaient. Et si vous l'emmenez, shérif, vous ne faites pas respecter la loi. Vous n'êtes qu'un autre lâche qui a peur de faire ce qui est juste. Le silence s'abattit. Hayes fixa Emma comme si elle l'avait giflé. Derrière lui, l'un des adjoints, jeune, peut-être 20 ans, avait l'air malade. « Est-ce vrai? » demanda le jeune adjoint. « À propos de Clayton? » Hayes ne répondit pas. « Shérif, » insista l'adjoint, « est-ce que vrai? » « Les ragots ne sont pas des preuves, » finit par dire Hayes. « Mais vous avez entendu les ragots. » Thomas s'avança. « Vous avez entendu ce qu'est Clayton, ce qu'il fait, et vous allez quand même la ramener vers lui. J'ai un travail. Votre travail, c'est la justice, ce n'est pas ça. » La main de Hayes se posa sur son arme, sans la dégainer. Juste posée là. « Ne compliquez pas les choses, Thomas. Sinon quoi? Vous allez me tirer dessus pour avoir protégé une femme et 7 enfants. Je vous arrêterai pour obstruction. Alors faites-le. » Thomas ne bougea pas. « Arrêtez-moi, emmenez-moi, mais vous ne la toucherez pas. » Le jeune adjoint reprit la parole. « Shérif, nous devrions peut-être enquêter. Nous ne sommes pas des enquêteurs. » La voix de Hayes se durcit. « Nous sommes des hommes de loi. Le mandat est légal, nous le suivons. » « Même quand c'est une erreur, demanda Thomas doucement. Hayes le regarda dans les yeux. Pendant un instant, quelque chose passa entre eux. De la reconnaissance peut-être, ou de la honte. Puis Hayes détourna le regard. « Écarte-toi, Thomas. Non, je ne veux pas te faire de mal, alors ne le fais pas. » Hayes sortit son arme, lentement, délibérément. Les adjoints firent de même. 3 canons pointés sur la poitrine de Thomas. Sarah réagit rapidement. Malgré sa blessure, elle descendit du porche et s'interposa entre Thomas et les armes. « Non, dit-elle. Sa voix tremblait, mais elle tint bon. Ne lui faites pas de mal. Je partirai, mais ne lui faites pas de mal, Sarah. » Thomas tendit de la main vers elle. « Tout va bien. » Elle le regarda, les yeux humides. « Tu as essayé. C'est plus que ce que n'importe qui d'autre a fait. Merci. Je ne les laisserai pas t'emmener. Tu n'as pas le choix. Il y a toujours un choix. » Hayes s'avança.
Madame, mettez vos mains en l'air. Le coup de feu retentit comme un coup de tonnerre. Tout le monde se figea. Hayes se retourna. Sur la crête au-dessus du ranch, 3 cavaliers se détachaient en silhouette contre le ciel. Le cavalier de tête tenait un pistolet fumant. Même de loin, Thomas le reconnut. Clayton Bennett était venu récupérer ce qu'il pensait lui appartenir. Clayton éperonna son cheval pour descendre la pente. Ses hommes le suivirent, fusil à la main. Il s'arrêta à 6 mètres du shérif, souriant comme un chat qui a attrapé une souris. Sheriff Hayes, Clayton souleva son chapeau d'un air moqueur. J'apprécie que vous fassiez mon travail à ma place. Hayes fronça les sourcils. C'est une affaire officielle, Clayton. Vous n'avez rien à faire ici. Cette femme est mon affaire. C'est la veuve de mon frère. Elle est sous ma responsabilité. C'est une fugitive. Je l'emmène en prison. Inutile. Je m'en occupe à partir de maintenant. Clayton mit pied à terre, les yeux fixés sur Sarah. « Bonjour, Sarah. Ça fait longtemps. » Sarah ne répondit pas, se contentant de reculer pour se rapprocher de Thomas. Le sourire de Clayton s'élargit, continuant à jouer les timides après avoir traîné le nom de Daniel dans la boue après m'avoir volé. « Je n'ai jamais rien volé, » dit Sarah doucement. « Non. Alors, où est l'argent que Daniel t'a laissé? Où est l'argenterie? L'acte de propriété de la ferme? Tu sais très bien que Daniel est mort sans le sou. La banque est tout pris. C'est un mensonge. » La voix de Clayton s'éleva. « C'est toi qui l'as pris. Toi et ta salope de fille, vous l'avez pris et vous vous êtes enfuis comme les voleuses que vous êtes. » Emma se précipita. Thomas la rattrapa avant qu'elle n'atteigne Clayton, la retenant alors qu'elle se débattait. « Lâche-moi. »« Emma, non. Il a tué mon père. Tout le monde le sait. Il a délibérément poussé ce cheval contre lui. Et tout le monde a trop peur pour le dire. » Le visage de Clayton se figea. « Attention, jeune fille. La calomnie est un crime, tout comme le meurtre. » La tension était à son comble. La main de Clayton se posa sur son arme, celle de ses hommes aussi. Thomas poussa Emma derrière lui, s'interposant entre elle et les armes. Hayes s'avança. « Ça suffit. Que tout le monde se calme. Il n'y a rien de calme là-dedans. » La voix de Thomas était d'acier. « Vous êtes venus arrêter une femme innocente. Il est venu réclamer une propriété qui ne lui appartient pas. Et maintenant, vous êtes tous sur mes terres, pointant vos armes sur des enfants. C'est comme ça que fonctionne la loi du Montana maintenant. » Hayes regarda les uns et les autres. Thomas, désarmé et impassible. Clayton, armé et impatient. Sarah et Emma, terrifiées mais rebelles. Les autres enfants, le visage collé à la fenêtre, regardaient tout s'écrouler. « Clayton, » dit lentement Hayes, « rentre chez toi. Je vais la ramener comme il se doit. Je la veux maintenant. Ce n'est pas ce que j'ai dit. » Clayton sortit son pistolet. « Elle est à moi. Daniel l'a épousée. Daniel est mort. Elle est donc désormais ma responsabilité. Et je la ramène chez elle, là où est sa place. »« Il faudra me passer sur le corps, » dit Thomas. Le sourire de Clayton devint méchant. « Cela peut s'arranger. » Il leva son arme. Sarah hurla et la voix du pasteur Silas Harper retentit comme une cloche. « Posez ça, Clayton. » Tout le monde se retourna. Le pasteur se tenait à la limite de la propriété, tenant sa Bible dans une main et un fusil dans l'autre. Derrière lui, 10 hommes de la ville formaient une ligne. Des fermiers, des commerçants, des forgerons, des hommes avec des familles et des visages que Thomas reconnaissait pour les avoir vus au service dominical. Ils étaient tous armés. « Pasteur, » dit Clayton lentement, « ce n'est pas l'affaire de l'Église. C'est mon troupeau. Cela en fait mon affaire. » Silas s'avança d'un pas calme et assuré. « Vous avez terrorisé cette femme assez longtemps. Vous avez répandu des mensonges, porté de fausses accusations, essayé d'acheter la justice comme si c'était du bétail. Ça s'arrête maintenant. Vous ne pouvez pas m'arrêter. J'ai la loi de mon côté. » Silas regarda Hayes. « Vraiment, shérif? Vous comptez vraiment vous ranger du côté d'un homme qui a tué son propre frère? » Hayes pâlit. « Il n'y a aucune preuve. Il y a des témoignages. 6 témoins ont vu Clayton donner un coup de pied à ce cheval. Ils avaient trop peur pour parler à l'avant. Ils n'ont plus peur maintenant. » Silas fit signe aux hommes derrière lui. « Dis-lui, Marcus. » Un homme plus âgé s'avança. Les cheveux gris, les mains burinées et marquées par le travail au ranch. « Je l'ai vu. J'ai vu Clayton effrayer ce cheval exprès. J'ai vu Daniel tomber. J'ai entendu Clayton en rire après. »« Menteur, » grogna Clayton. « Je l'ai vu aussi, » dit un autre homme.
puis un autre, puis un autre. 6 voix, 6 témoins, 6 hommes qui ont finalement choisi la vérité plutôt que la peur. Hayes baissa son arme. Clayton Bennett, vous êtes en état d'arrestation pour... Clayton tira. La balle passa loin, destinée à Thomas, mais elle frappa le sol. Le chaos éclata. Les hommes de Clayton dégainèrent. Les habitants de la ville levèrent leurs armes. Sarah attrapa Emma et la tira vers le bas. Thomas plongea pour se mettre à l'abri, tendant la main vers les enfants. Un autre coup de feu, celui-ci provenant du fusil de Silas, visait le ciel. Le bruit assourdissant fit taire tout le monde. Ça suffit, la voix du pasteur tonna. Plus de sang, plus de violence. Clayton, c'est fini pour toi. Rends-toi ou affronte tous les hommes ici présents. À toi de choisir. Clayton regarda autour de lui. Hayes qui le visait avec son arme, ses propres hommes qui hésitaient, les habitants unis, Thomas qui se relevait, désarmé mais sans crainte. Il cracha par terre. Ce n'est pas fini. Si, dit Thomas calmement. Si, dit Clayton, le visage déformé. Pendant un instant, Thomas crut qu'il allait tirer quand même. Il crut que cela finirait dans le sang et la fumée, avec plus de tombes et de terre froide. Puis Clayton rangea son arme, monta sur son cheval et s'éloigna, ses hommes le suivant comme des chiens, la queue entre les jambes. Le silence s'installa. La poussière retomba. Lentement, les gens baissèrent leurs armes. Hayes regarda Silas. Vous avez obtenu le témoignage officiel de ces témoins? Oui, alors je vais déchirer ce mandat. Hayes jeta un coup d'œil à Sarah. Madame, vous êtes libre de partir ou de rester, comme vous le souhaitez. Les jambes de Sarah se dérobèrent sous elle. Elle s'assit lourdement dans la poussière, tremblante. Emma s'enroula autour d'elle, et les autres enfants s'entassèrent tous sur elle, se serrant les uns contre les autres comme s'ils risquaient de disparaître s'ils se lâchaient. Thomas s'agenouilla à côté d'eux. Vous êtes en sécurité maintenant. Sarah leva les yeux vers lui. Les larmes coulaient. Comment avez-vous fait? Ce n'était pas moi, c'était eux. Il fit un signe de tête vers les habitants. Les gens finissent par se lasser d'avoir peur. Il fallait juste que quelqu'un fasse le premier pas. Silas s'approcha, le fusil toujours à la main. Thomas, c'était soit la chose la plus courageuse que j'ai jamais vue, soit la plus stupide. Probablement les deux. Probablement. Le pasteur sourit. Tu as bien agi. Nous avons bien agi. Cette nuit-là, la maison était pleine. Pas seulement de Sarah et des enfants, mais d'espoir, un véritable espoir, fragile et nouveau, mais bien vivant. Sarah était assise près du feu, la tête d'Emma sur ses genoux, les autres enfants endormis autour d'elle. Thomas était assis en face d'eux et les observait. « Merci, dit Sarah doucement. Tu l'as déjà dit, je le dirai 1000 fois et cela ne suffira toujours pas. » Thomas secoua la tête. « Tu ne me dois rien, c'est moi qui te dois tout. Non, tu t'es battu pour cela, je t'ai juste aidé à tenir bon. » Sarah sourit à travers ses larmes. « Alors merci de m'avoir aidé à tenir bon. » Dehors, l'hiver se rapprochait, mais à l'intérieur, le feu brûlait chaudement, et pour la première fois depuis des années, Sarah Bennett cessa de regarder par-dessus son épaule. Elle était chez elle. Le matin fut différent. Pas seulement la lumière ou le froid, mais le poids de ce matin. Sarah se réveilla sans cette bouffée de panique, sans ce calcul instantané de la distance qu'il devrait parcourir aujourd'hui. Elle resta allongée, écoutant les enfants respirer, Thomas s'affairer tranquillement dans la cuisine, les bruits ordinaires d'une maison qui ne la traquait pas. Emma remua à côté d'elle. « Maman, je suis là. On reste vraiment? » Sarah serra sa fille contre elle. « Oui, ma chérie, nous restons vraiment. » Emma la serra plus fort dans ses bras. « J'avais tellement peur hier. Quand cet homme a pointé son arme sur Thomas, je me suis dit, « Je sais, il serait mort pour nous. Un inconnu serait mort pour nous. Ce n'est plus un inconnu. » Emma s'écarta pour la regarder. Qui est-il alors? Sarah n'avait pas de réponse. Pas encore de réponse qui puisse s'exprimer avec des mots. Elle embrassa donc simplement Emma sur le front et dit « Va aider à préparer le petit déjeuner. J'arrive dans 1 minute. » Lorsque Sarah arriva enfin dans la cuisine, Thomas avait déjà préparé des œufs et des biscuits. Les enfants mangeaient comme si c'était le matin de Noël, parlant tous en même temps, riant. James faisait la démonstration de sa technique au lance-pierre. Anna tressait les cheveux de Daniel. Même Michael,
encore pâle mais en voie de guérison, souriait lorsque Benjamin essayait de lui voler son biscuit. Tu n'avais pas besoin de faire tout ça, dit Sarah. Thomas lui tendit une assiette. Cela semblait plus facile que d'apprendre à cuisiner à cet enfant. J'aurais pu t'aider. Ton bras est encore en train de guérir. Cela fait presque une semaine. Encore en train de guérir? Il versa du café. Et en plus, j'aime ça. Cuisiner pour les autres me donne quelque chose à faire à part parler au cheval. Sarah prit la tasse. Leurs doigts se frôlèrent. Thomas se retira rapidement, comme s'il avait touché du feu. Sarah sentit la chaleur lui monter au cou. Thomas. La porte s'ouvrit brusquement. Silas Harper, sans son fusil, mais avec la même expression déterminée. Bonjour tout le monde, ça vous dérange si j'entre? Vous êtes déjà là, dit Thomas d'un ton sec. Silas sourit. C'est vrai. Il regarda Sarah. Comment allez-vous, madame? Mieux. Grâce à vous et à ces hommes hier. Je ne sais pas comment vous remercier. Pas besoin de me remercier. Il fallait juste le faire. Silas tira une chaise. Mais je suis venu avec des nouvelles. Le shérif Hayes a arrêté Clayton ce matin. Il l'a emmené à Billings pour qu'il soit jugé. Avec 6 témoins et votre témoignage, il sera probablement pendu. Sarah se sentit glacée. Pendu pour le meurtre de Daniel, c'est ce dont il s'agit maintenant. Poste de vol, de meurtre, je ne peux pas. Vous devrez témoigner, dit Silas doucement. Raconte ce que tu sais, ce que tu as vu, ce qu'il a fait après la mort de Daniel. La main de Sarah tremblait. Le café déborda de la tasse. Tout le monde sera au courant. Tout le monde l'apprendra. Tout le monde est déjà au courant. Thomas lui prit la tasse avant qu'elle ne la fasse tomber. Il savait. Il ne l'avait simplement pas dit. Maintenant, ils disent, « Tu n'as pas à avoir honte de ce qu'il a essayé de faire. » Je n'ai pas honte. Je suis en colère. La voix de Sarah se brisa. Je suis tellement en colère que j'ai du mal à respirer. Daniel était bon, il était gentil et doux, et il méritait mieux qu'un frère qui l'a tué pour une question de terre et d'orgueil. Et moi, dit-elle en retenant son souffle, je voulais sa mort. Quand Clayton est venu hier, je voulais sa mort. Quel genre de personne cela fait-il de moi? Une personne humaine, dit Silas doucement. La colère n'est pas un péché, Sarah. C'est ce que tu en fais qui compte. Et tu as choisi de vivre plutôt que de te venger. Cela demande plus de force que d'appuyer sur la gâchette. Je ne me sens pas forte. Je me sens lâche. Ce n'est pas le cas. Emma prit la parole depuis l'autre bout de la pièce. Elle avait arrêté de manger. Elle fixait sa mère d'un regard féroce. Tu nous as maintenus en vie alors que tu aurais pu abandonner. Tu as continué à avancer alors que tout te faisait souffrir. Tu nous as choisis plutôt que la mort. Ce n'est pas de la lâcheté. C'est la chose la plus courageuse que j'ai jamais vue. Les yeux de Sarah se remplirent de larmes. Elle détourna le regard, clignant des yeux avec force. Silas se leva. Le procès aura lieu dans 2 semaines. Hayes t'enverra un message quand il aura besoin de toi. D'ici là, repose-toi, guéris. Laisse ces gens t'aider. Il fit un signe de tête à Thomas. Toi aussi. La ville te remercie pour ce que tu as fait. On s'assurera que les amis de Clayton te laissent tranquille. Après le départ de Silas, le calme revint dans la maison. Les enfants sortirent jouer dehors. Emma resta à l'intérieur pour faire la vaisselle, avec des gestes trop prudents, trop contrôlés. « Ça va? » demanda Sarah. « Oui, Emma. J'ai dit que ça allait. » Emma frotta une assiette si fort que le motif commença à s'effacer. « C'est juste que je n'arrête pas de penser à papa, à la façon dont il est mort seul parce que Clayton ne voulait pas de concurrence, à la façon dont nous aurions pu l'empêcher si nous avions été plus courageux. Tu avais 8 ans. Tu étais assez grande pour comprendre que quelque chose n'allait pas, assez grande pour parler, mais il t'aurait ignoré, voire pire. » Sarah s'approcha de sa fille. « Tu ne peux pas porter ce bébé. Tu ne peux pas passer ta vie à te demander « et si ?» Alors comment je peux arrêter? Sarah ne répondit pas tout de suite. Elle prit simplement l'assiette des mains d'Emma et la posa de côté. Puis elle serra sa fille contre elle, comme elle le faisait quand Emma était petite et que les cauchemars la tourmentaient. « Tu n'arrêtes pas, » murmura Sarah. « Tu apprends simplement à porter ce poids différemment. Tu laisses les autres t'aider à porter ce poids. Comme Thomas, comme le pasteur Silas, comme moi. » Emma se mit alors à pleurer. Pas fort, juste ces petits sanglots brisés qui déchiraient le cœur de Sarah. Elle serra sa fille contre elle et la laissa pleurer. Et lorsque Thomas apparut dans l'embrasure de la porte, l'air inquiet,
Sarah se contenta de secouer la tête. Il acquiesça et les laissa seuls. Plus tard dans l'après-midi, Thomas trouva Sarah dans la grange. Elle essayait de brosser le cheval d'une seule main, mais elle ne s'en sortait pas. Le maire tolérait ses tentatives avec une impatience patiente. Tu as besoin d'aide? Demanda Thomas. Non, répondit-il en s'appuyant contre la stalle. Tu la brosses de l'envers. Je sais, elle n'aime pas ça. Je le sais aussi. Thomas attendit. Sarah continua à brosser avec colère, en mêlant plus qu'elle ne lissait. Finalement, elle jeta la brosse par terre. Je ne sais pas ce que je fais, dit-elle. Rien de tout ça. Être mère, être libre, être ici. Je ne sais pas comment exister sans courir. Ça demande de l'entraînement. Et si je n'y arrivais pas? Et si j'avais couru si longtemps que j'avais oublié comment rester immobile? Thomas ramassa la brosse. Alors tu réapprends. Comme tout le reste, tu donnes l'impression que c'est facile. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Il commença à brosser le maire correctement, avec de longs coups réguliers. Après la mort de Margaret, j'ai oublié comment faire la plupart des choses. J'ai oublié comment cuisiner des plats qui avaient du goût. J'ai oublié comment dormir sans faire de cauchemars. J'ai oublié ce que c'était que d'avoir envie que demain arrive. Sarah regardait ses mains bouger. Qu'est-ce qui a changé, toi? Toi et ses enfants. Vous m'avez rappelé ce que c'est que de se sentir utile, d'être important pour quelqu'un. Il lui jeta un coup d'œil. Margaret t'aurait aimé. Tu n'en sais rien. Si. Elle avait un faible pour les femmes têtues qui refusaient d'abandonner. Sarah sourit faiblement. Je ne suis pas têtue. Je suis juste trop méchante pour mourir. C'est la même chose. Ils travaillèrent dans un silence confortable. Thomas brossait tandis que Sarah rangeait des tacs qui n'avaient pas besoin d'être rangés. Dehors, les rires des enfants flottaient à travers la porte ouverte. À l'intérieur, quelque chose avait changé entre Sarah et Thomas. Pas de romance, pas encore. Juste de la reconnaissance. Deux personnes qui avaient survécu à leur propre mort, apprenant à vivre à nouveau. Thomas. Oui. Quand le procès aura lieu, tu viendras avec moi? Il n'hésita pas. Oui. Même si les gens parlent, même s'ils pensent ce qu'ils veulent, je serai là. Sarah déglutit. Pourquoi es-tu si gentil avec nous? Thomas posa la brosse et se tourna vers elle. Parce que quelqu'un doit l'être. Parce que vous méritez du bien après tant de mal. Parce que ces enfants méritent de voir ce qu'est la gentillesse sans condition. Il fit une pause. Et parce que quand je vous regarde, je vois quelqu'un qui s'est battu comme un diable pour rester en vie. Ça vaut la peine d'être protégé. Sarah s'approcha. Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite. Je ne sais pas si Clayton sera pendu ou s'il sera libéré. Je ne sais pas si nous allons rester ici ou partir. Je ne sais rien, sauf qu'elle cessa de chercher ses mots. Sauf quoi? Sauf que je n'ai pas peur en ce moment. Pour la première fois depuis des années, je n'ai pas peur. Et c'est grâce à vous. Thomas tendit lentement la main, lui laissant le temps de s'éloigner. Comme elle ne le fit pas, il lui caressa la joue, aussi doucement qu'une prière. Vous êtes en sécurité ici, Sarah. Tant que je respirerai, tu seras en sécurité. Elle ferma les yeux et se pencha vers sa paume. Aucun des deux ne bougea. Ils restèrent simplement là, dans la grange, avec la poussière qui flottait, le maire qui soufflait doucement, et le moment qui s'étirait dans quelque chose qu'aucun des deux ne pouvait nommer, mais dont ils avaient tous deux besoin. Puis Emma appela de l'extérieur et le moment prit fin. Thomas retira sa main. Sarah recula. Ils se regardèrent, mal à l'aise et conscients, avant que Sarah ne se précipite dehors. Thomas resta derrière, le cœur battant, se demandant ce qu'il venait de faire. Ce soir-là, mademoiselle Agatha Winslow revint, non pas pour juger cette fois, mais avec un panier de pain et une expression soigneusement neutre. Sarah ouvrit la porte et, pendant un long moment, les deux femmes se regardèrent simplement. « Madame, » dit finalement Sarah, « Madame Bennett. » Agatha tendit le panier. « Je suis venue m'excuser. » Sarah cligna des yeux. « Pardon, j'ai dit des choses cruelles. Je vous ai jugé sans connaître votre histoire. J'ai eu tort. » Le visage d'Agatha rougit. « Je suis une vieille femme aigrie qui a passé trop de temps à se soucier de ce que les autres pensent au lieu de faire ce qui est juste. Vous ne méritiez pas mon mépris. Vous méritiez de l'aide, et je n'ai pas su vous l'apporter. » Sarah prit lentement le panier. « Pourquoi maintenant?
Parce que le pasteur Silas m'a rappelé que Jésus mangeait avec les pécheurs, les parias et les personnes brisées, et que si je prétends le suivre, je ferais mieux de commencer à agir en conséquence. Agatha croisa son regard. Je ne te demande pas pardon. Je t'offre simplement du pain et tout ce dont tu pourrais avoir besoin. Sarah observa la vieille femme, y vit un regret sincère, vit sa fierté s'effacer pour réparer ses torts. Elle acquiesça. Merci. Puis-je? Agatha hésita. Puis-je voir les enfants? Sarah s'écarta. Entrez. Les enfants se figèrent lorsque Agatha entra. Ils se souvenaient d'elle, se souvenaient de son jugement. Anna se cacha derrière Emma. La main de James se dirigea vers sa fronde. Agatha s'agenouilla, les articulations craquant. Je vous dois aussi des excuses. Je vous ai traité de malchanceux. J'ai dit des choses terribles. J'avais tort. Vous n'êtes pas maudits. Vous êtes des inventes qui méritaient la sécurité, l'amour et d'avoir le ventre plein. Et quiconque dit le contraire est un imbécile. Benjamin, le plus petit, s'avança. Vous le pensez vraiment? Oui. Vous n'allez pas essayer de nous emmener loin d'ici. Non, mon enfant. Je vais m'assurer que personne ne le fasse. Benjamin réfléchit, puis il s'approcha et la serra dans ses bras. Agatha se raidit de surprise, puis l'enlaça lentement. Ses yeux se remplirent de larmes. « Merci de ne plus être méchante, » dit Benjamin. La voix d'Agatha se brisa. « Merci de me donner une chance de m'améliorer. » Après son départ, Thomas retrouva Sarah sous le porche. Elle pleurait doucement, les épaules secouées de sanglots. « Sarah, » s'excusa-t-elle, « cette horrible femme s'est excusée, et je ne sais pas pourquoi cela me fait pleurer plus fort que toute la cruauté dont elle a fait preuve. » Thomas s'assit à côté d'elle. « Parce que la cruauté est facile à détester. La gentillesse est plus difficile. Elle te fait ressentir des choses que tu croyais mortes. Est-ce que c'est ce qui t'est arrivé quand nous sommes arrivés? Oui, tu as réveillé en moi des parties que je croyais mortes avec Margaret. » Sarah s'essuya les yeux. « Est-ce que ça fait mal de se réveiller? » Parfois, mais c'est une bonne douleur. Le genre qui signifie que tu guéris au lieu de simplement survivre. Ils restèrent assis en silence tandis que le soleil se couchait. Les enfants étaient à l'intérieur, occupés à jouer à un jeu impliquant de la ficelle et des rires. La température baissa, mais aucun des deux ne bougea. Finalement, Sarah prit la parole. « Quand les procès seront terminés et que Clayton aura été jugé, que se passera-t-il ensuite? Que veux-tu? » Je ne sais pas. J'ai passé tellement de temps à fuir. Je n'ai jamais pensé à ce qui se passerait après. Thomas se tourna vers elle. « Tu peux rester aussi longtemps que tu veux. La maison est grande, les enfants ont besoin d'espace. Et je... » Il s'interrompit. « Tu quoi? J'aime vous avoir ici. Vous tous. Cette maison ne m'avait pas semblé être un foyer depuis 2 ans. Maintenant, c'est le cas. » Sarah le regarda dans les yeux. « Tu es sûr? 7 personnes de plus, c'est beaucoup. 7 personnes de plus, c'est exactement ce dont cet endroit avait besoin. Thomas, je ne peux pas te laisser continuer à prendre soin de nous sans rien te donner en échange. Sarah, tu ne me dois rien. Toi et ces enfants avez redonné vie à un endroit qui se mourait. Ça vaut plus que tout l'argent du monde. Mais les gens vont parler. Ils diront, je sais ce qu'ils diront. Laisse-les parler. Ne change pas la vérité. » Thomas choisit ses mots avec soin. « La vérité, c'est que tu es la première personne qui m'importe depuis la mort de Margaret. La vérité, c'est que ces enfants me rappellent ce que c'est que de vouloir s'améliorer. La vérité, c'est que je m'endors plus facilement en sachant que vous êtes tous en sécurité sous ce toit. Peu m'importe que les gens appellent cela de l'amitié, de la famille ou autre chose. Tant que vous êtes ici. » Sarah eut le souffle coupé. « Thomas, tu n'as rien à dire. Sache juste que tu as ta place ici. Toujours. » Il se leva et rentra avant qu'elle n'ait pu répondre. Sarah resta assise seule, le cœur battant, l'esprit en ébullition. Elle avait été tellement concentrée sur sa survie qu'elle avait oublié ce que c'était que d'être désirée, pas nécessaire, désirée, choisie, appréciée pour plus que ce qu'elle pouvait offrir. Ce sentiment la terrifiait. 2 jours plus tard, Emma la trouva en pleurs dans la grange. « Maman. » Sarah s'essuya rapidement le visage. « Je vais bien, ma chérie. Tu n'arrêtes pas de te dire ça, mais tu continues à pleurer. Je suis juste... » Sarah cessa de chercher des mots qui n'inquiéteraient pas sa fille. « Je suis submergée. Submergée de bonheur, mais submergée quand même. » Emma s'assit à côté d'elle.
Tu l'aimes, Thomas? Emma, ce n'est pas grave si c'est le cas. Papa voudrait que tu sois heureuse. Sarah regarda sa fille. Comment peux-tu dire ça? Parce que papa était gentil. Il détesterait savoir que tu passes le reste de ta vie seule à cause de lui. Emma lui prit la main. Et parce que Thomas est bon avec nous, il est bon avec toi. C'est tout ce qui compterait pour papa. Tu y crois vraiment? Oui, et je pense qu'Emma a hésité. Je pense que si nous restons ici, si nous faisons de cet endroit notre foyer, peut-être que nous pourrons cesser de souffrir autant. Peut-être que nous pourrons enfin être heureux. Sarah la serra contre elle. Quand es-tu devenue si sage? Quand j'ai dû grandir trop vite? Elles s'assirent en un ensemble mère et fille, toutes deux portant un chagrin trop lourd, mais apprenant lentement à le laisser derrière elles. Dehors, Thomas apprenait à James comment réparer la clôture. À l'intérieur de la maison, Anna chantait depuis le grenier. Les rires des jumeaux résonnaient. Ce n'était pas parfait. Le chagrin était toujours présent. La peur murmurait encore, mais l'espoir aussi, et peut-être que cela suffisait. Cette nuit-là, Sarah n'arrivait pas à dormir. Elle se leva, enroula un châle autour de ses épaules et trouva Thomas assis près du feu qui s'éteignait. Tu n'arrives pas à dormir non plus? Demanda-t-elle en réfléchissant trop. À propos de quoi? À propos de la rapidité avec laquelle les choses changent. Il y a une semaine, cette maison était vide. Maintenant, elle est pleine. Il y a une semaine, je ne faisais qu'exister. Maintenant, je... Il s'interrompit. Maintenant, tu es quoi? Thomas la regarda. Maintenant, je vis à nouveau, et cela me fait peur. Pourquoi? Parce que je m'étais habitué au vide. Je m'y étais faite. Et maintenant, tu es là, les enfants sont là, et tout semble différent. Et j'ai peur de perdre tout ça. Sarah s'assit à côté de lui. Moi aussi j'ai peur. Peur de rester, peur de faire confiance, peur de baisser ma garde et d'être à nouveau blessé. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On vit au jour le jour. On se fait confiance. On arrête de laisser la peur dicter nos choix. Thomas acquiesça lentement. Je peux le faire. Moi aussi. Ils restèrent assis en silence, les épaules jointes, regardant les braises se transformer en cendres. Aucun des deux ne parla, mais ce n'était pas nécessaire. Certaines choses vivaient mieux dans ce silence que dans les mots. Certaines promesses se faisaient sans parole. Et quelque part dans ce silence, deux personnes brisées commencèrent à croire qu'elles pourraient à nouveau être entières. Le lendemain matin, une lettre arriva. Le shérif Hayes avait besoin de Sarah A. Billings dans une semaine. Le procès était fixé. Clayton était enfermé, mais ses amis parlaient. Il y avait des menaces, des chuchotements, des promesses de vengeance si Sarah témoignait. Emma lut la lettre par-dessus l'épaule de Sarah. Tu y vas quand même, n'est-ce pas? Je le dois. Même si c'est dangereux, surtout parce que c'est dangereux. Quelqu'un doit tenir tête à des hommes comme Clayton. Autant que ce soit moi. Thomas apparut dans l'embrasure de la porte. Je viens avec toi. Tu n'es pas obligé. Je viens. Sa voix ne laissait aucune place à la discussion. Miam, Emma. Nous laisserons les autres enfants avec le pasteur Silas et sa femme. Ils ont déjà proposé leur aide. Sarah voulait discuter, voulait dire qu'elle pouvait s'en occuper seule. Mais la vérité était qu'elle ne voulait plus être seule. Elle ne voulait pas affronter Clayton sans quelqu'un de solide à ses côtés. D'accord, dit-elle. Nous y allons ensemble. Emma sourit. Ensemble. Thomas s'acquiesça. Ensemble. Et pour la première fois depuis la mort de Daniel, Sarah Bennett cessa de se sentir comme une femme seule contre le monde. Elle se sentait comme quelqu'un qui avait sa place, quelqu'un qui comptait, quelqu'un qui méritait d'être protégé. Le procès approchait. Clayton attendait. La vérité allait enfin être révélée. Mais aujourd'hui, à cet instant, entourée de personnes qui avaient choisi de se tenir à ses côtés, Sarah ressentait quelque chose qu'elle avait presque oublié. Elle se sentait courageuse. Le trajet en chariot jusqu'à Billings dura 2 jours. Thomas conduisait tandis que Sarah était assise à côté de lui. Emma s'était glissée entre eux comme un bouclier vivant. Aucun d'entre eux ne parlait beaucoup. Les mots semblaient trop insignifiants pour ceux qui les attendaient. La première nuit, ils campèrent en dessous des étoiles qui ressemblaient à des éclats de glace éparpillés sur du velours noir. Thomas alluma un feu tandis qu'Emma aidait Sarah à bander son bras encore en convalescence. La plaie s'était refermée proprement, mais la cicatrice resterait à jamais. Certaines marques ne s'effaçaient pas.
Tu es nerveuse? Demanda Emma. Terrifiée, admit Sarah. Tant mieux, ça veut dire que tu es intelligente. Emma noua le bandage. Papa disait toujours, la peur te rend vigilant. C'est quand tu cesses d'avoir peur que tu deviens imprudent. Thomas versa du café et tendit une tasse à Sarah. Ton papa avait raison. Il avait raison sur beaucoup de choses. Emma fixait le feu. J'aimerais qu'il puisse voir ça. Te voir tenir tête à Clayton. Il serait fier. Sarah eut la gorge serrée. Tu crois? J'en suis sûr. Papa détestait les brutes, et Clayton est le pire des brutes. Le genre qui se cache derrière la loi et l'argent et qui fait taire les gens bien. Mais ça va changer, Thomas dit. Ces 6 témoins viennent aussi à Billings. Le shérif Hayes s'en est assuré. Clayton ne pourra pas s'en sortir en achetant son silence cette fois-ci. Sarah voulait y croire. Elle voulait croire que la justice existait en dehors des contes de fées et des Écritures. Mais elle en avait vu trop pour en être certaine. Elle avait vu trop d'hommes comme Clayton s'en tirer à bon compte, tandis que des femmes comme elle étaient enterrées dans des tombes anonymes. Et si le juge se rangeait de son côté? Demanda Sarah à voix basse. Thomas la regarda par-delà les flammes. Alors nous ferons face. Mais nous ne fuirons pas. Plus maintenant. Facile à dire quand ce n'est pas toi qui es jugé. Je suis jugé moi aussi. Nous le sommes tous. Toute la ville observe pour voir si faire ce qui est juste est plus important que maintenir la paix. Il posa sa tasse. Mais je préfère échouer en essayant plutôt que réussir en restant silencieux. Emma se blottit contre sa mère. Nous sommes avec toi, maman. Quoi qu'il arrive, Sarah enroula son bras valide autour de sa fille et la serra fort contre elle. De l'autre côté du feu, Thomas les observait toutes les deux avec une expression que Sarah ne pouvait pas vraiment définir. Ce n'était ni de la pitié, ni du désir, mais quelque chose de plus doux, quelque chose qui ressemblait presque à de l'espoir. Quand Emma s'endormit, Sarah alla s'asseoir à côté de Thomas. Le feu avait faibli, il ne restait plus que des braises qui éclairaient à peine les visages. « Je peux te poser une question? » Sarah dit n'importe quoi. « Pourquoi tu ne t'es jamais remariée après Margaret? » Thomas resta silencieux si longtemps que Sarah crut qu'il ne répondrait pas. Puis il dit, « Ça ne semblait pas juste pour Margaret ou pour celle qui viendrait après. Comment donner tout son cœur à quelqu'un quand une partie de celui-ci est enterrée? C'est ce que tu penses que je fais? Essayer de te donner la moitié de mon cœur? Non, je pense que tu essaies de déterminer si tu as le droit d'être à nouveau entier. » Il la regarda. « Et je pense que tu as peur que vouloir quelque chose de bien signifie oublier ce que tu as perdu. » Les yeux de Sarah brûlaient. « Comment as-tu su? » Parce que je l'ai ressenti aussi. Chaque fois que je riais après la mort de Margaret, je me sentais coupable, comme si je trahissais sa mémoire en ne restant pas malheureux pour toujours. Il fit une pause. Il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre qu'elle n'aurait pas voulu cela. Elle aurait voulu que je continue à vivre, que je continue à trouver des raisons de sourire. Daniel aurait réagi de la même manière. Il aurait détesté savoir que j'ai passé 2 ans à vivre dans la peur. Sarah s'essuya les yeux. Mais je ne sais pas comment arrêter d'avoir peur, Thomas. Même maintenant, même avec toi, Emma et les enfants à la maison, j'attends toujours que tout s'écroule. Alors nous resterons soudés. Tu n'as plus à tout porter seul. Sarah le regarda. Elle le regarda vraiment, vit les rides autour de ses yeux, causées par le chagrin et le soleil, vit la fermeté de son regard, vit un homme qui avait survécu à sa propre mort et qui avait choisi de l'aider à survivre à la sienne. « Que se passera-t-il après le procès? » demanda-t-elle. « Si Clayton est pendu, si nous gagnons, que se passera-t-il ensuite? » Thomas tendit lentement la main, lui laissant le temps de se retirer. Comme elle ne le faisait pas, il lui prit la main. Sa paume était rugueuse, cailleuse, chaude. Ensuite, nous découvrirons à quoi ressemble la vie. Sans fuir, sans crainte, juste vivre. Je ne sais pas si je me souviens comment faire. Nous apprendrons ensemble. Sarah serra sa main. Ils restèrent assis ainsi jusqu'à ce que le feu s'éteigne complètement, aucun des deux ne voulant lâcher prise, tous deux effrayés par ce que cela pourrait signifier. Billings apparut à l'horizon à midi le lendemain, plus grande que Sarah ne s'en souvenait, plus bruyante. Le palais de justice se dressait au centre de la ville. 3 étages de briques et de fenêtres qui jugeaient comme des yeux qui observaient. Les gens se pressaient dans les rues, tous se dirigeant dans la même direction. « La nouvelle s'est répandue, » murmura Thomas. « Tout le monde veut voir le spectacle. »
dit Emma avec amertume. Pour voir si la pauvre veuve peut faire tomber le riche, ajouta Sarah, l'estomac noué. Elle savait que le procès serait public, mais voir la foule rendait la chose réelle. Tous ces visages, toutes ces opinions, tous ces jugements qui attendaient de s'abattre sur elle. Thomas l'aida à descendre du chariot. Sa main s'attarda sur sa taille pour la stabiliser. Tu peux le faire. Je ne me sens pas courageuse. Le courage, ce n'est pas ne pas avoir peur. C'est avoir peur et agir quand même. Le shérif Hayes les attendait sur les marches du palais de justice. Il avait l'air fatigué, plus vieux qu'une semaine auparavant. Madame Bennett, Thomas, Emma. Il salua chacun d'un signe de tête. Le procès commence dans 1 heure. Le juge Harmon préside. Il est juste, mais il ne supporte pas les imbéciles. Et Clayton? Demanda Sarah. Il est enfermé. Ses avocats ont distribué de l'argent, mais les témoins sont solides. Marcus et les autres ne reculent pas. Hayes marqua une pause. Ses amis sont là aussi, ils font du bruit, profèrent des menaces. Reste près de moi. Ils entrèrent ensemble dans le palais de justice. À l'intérieur, l'air sentait le vieux bois et la sueur nerveuse. Les gens se pressaient dans la galerie, chuchotant derrière leurs mains, montrant Sarah du doigt comme si elle était une sorte d'objet d'exposition. Emma saisit la main de sa mère et lança des regards noirs à tous ceux qui la fixaient trop longtemps. Thomas resta de l'autre côté de Sarah, formant un rempart entre elle et la foule. Sa présence la rassurait, lui rappelant qu'elle n'était pas seule. Puis elle le vit. Clayton était assis à la table des accusés, vêtu d'un costume impeccable et arborant un sourire qui disait qu'il avait déjà gagné. Il avait l'air détendu, confiant, comme s'il s'agissait simplement d'une autre affaire qu'il allait conclure grâce à son charme. Lorsque son regard se posa sur Sarah, son sourire s'élargit. Sarah serra la main d'Emma. Thomas se pencha vers elle. Ne le regarde pas. Regarde-moi. Elle obéit. Elle se concentra sur le visage de Thomas plutôt que sur le sourire narquois de Clayton. Elle trouva quelque chose de solide à quoi s'accrocher. Le greffier demanda le silence. Le juge Harmon entra, les cheveux gris et le visage sévère comme la pierre patinée par les intempéries. Il s'assit, frappa son marteau et le procès commença. Le procureur était un homme nommé Atkins, avec des lunettes perchées sur un nez aquilin, une voix sèche et précise. Le territoire appelle Marcus Webb. Le vieux rancher se leva, se dirigea vers la barre des témoins et prêta serment. Sa main tremblait, mais sa voix restait ferme. « Monsieur Webb, dit Atkins, dites à la cour ce que vous avez vu le 14 août 1873. » Marcus regarda Clayton, puis Sarah, avant de parler. « J'ai vu Clayton Bennett effrayer le cheval de son frère, délibérément, comme si Daniel vérifiait une clôture. Clayton s'est approché à cheval et a dit quelque chose que je n'ai pas entendu. Puis il a donné un violent coup de pied au flanc du cheval. Le cheval s'est cabré. Daniel est tombé, s'est cogné la tête contre un rocher et ne s'est jamais relevé. La salle s'est enflammée. Le juge Harmon a frappé son marteau. Silence. Je veux du silence. L'avocat de Clayton, un homme élégant nommé Gisham, s'est levé. Objection. Ce témoin n'a aucune preuve d'intention. Le cheval aurait pu être effrayé par n'importe quoi. Le cheval était calme jusqu'à ce que Clayton lui donne un coup de pied, a déclaré Marcus. Je connais les chevaux. Cet animal n'a pas eu peur naturellement. Il a été forcé. Avez-vous vu M. Bennett donner un coup de pied au cheval? Gish a insisté. Marcus a hésité. J'ai vu sa botte bouger. J'ai vu le cheval réagir. J'ai vu Clayton sourire après la chute de Daniel. Donc, vous n'avez pas réellement vu le contact? Vous spéculez? J'en ai vu assez. Gisham sourit. Pas d'autres questions. 4 autres témoins ont témoigné. Chacun a raconté la même histoire. Chacun a admis ne pas avoir vu le moment du contact, seulement l'avant et l'après. Gisham les a tous mis en pièces, semant le doute comme des graines dans un sol empoisonné. Au moment où Sarah a été appelée à la barre, la salle d'audience bourdonnait d'incertitude. Elle se tenait debout, les jambes tremblantes. Thomas lui a serré la main une fois avant de la lâcher. Emma murmura « Dis la vérité, maman. C'est tout ce que tu peux faire. » Sarah se dirigea vers la barre, prêta serment, s'assit et fit face à une salle remplie d'inconnus qui allaient décider de sa crédibilité. Atkins s'approcha doucement. « Madame Bennett, merci pour votre courage. Pouvez-vous parler à la cour de votre relation avec Clayton Bennett? »
Sarah eut la bouche sèche. Elle regarda Emma, puis Thomas. Puis elle parla. C'est mon beau-frère. Il était marié au frère de mon mari. Elle s'interrompit, confuse. Elle reprit. Mon mari Daniel était son frère. Après la mort de Daniel, Clayton a changé. Il est devenu possessif. Il disait que je lui appartenais désormais. Que voulez-vous dire par possessif? Il est venu à la maison 2 jours après les funérailles. Il disait que je ne pouvais pas m'en sortir seul. Il disait qu'une femme avait besoin de la protection d'un homme. Je lui ai dit que je n'avais pas besoin d'être protégé. Sa voix tremblait. Il m'a attrapé le bras et m'a dit que j'apprendrais à être reconnaissant tôt ou tard. Le visage de Clayton restait impassible, comme si elle décrivait la météo plutôt qu'une agression. « Il vous a menacé ?» demanda Atkins. Tous les jours, il me disait que si je n'acceptais pas son aide, je perdrais tout. La ferme, la maison, même Emma. Il disait qu'il ferait en sorte que je sois déclaré inapte. C'est à ce moment-là que vous vous êtes enfui? Non. Je suis resté 2 mois, j'ai essayé de faire en sorte que ça marche, mais il continuait à venir, à me toucher quand il n'aurait pas dû. Il n'arrêtait pas de dire que Daniel aurait voulu qu'il prenne soin de moi. Puis, un soir, Sarah s'est arrêtée, la poitrine serrée. Prenez votre temps. Sarah a pris une profonde inspiration. Une nuit, il est venu à la maison ivre, est entré de force, a essayé de... Sa voix s'est brisée. Je me suis défendu, je l'ai frappé avec une poêle. Il est parti, mais il a juré que je paierais pour l'avoir repoussé. Le lendemain, le shérif est venu avec un mandat. Il a dit que j'avais volé du bétail, de l'argent, des bijoux. Tout ça n'était que des mensonges. Mais Clayton avait des témoins, des hommes qu'il avait payés. Je savais que personne ne me croirait plutôt que lui, alors j'ai pris Emma et je me suis enfui. La salle a murmuré. Cette fois-ci, le juge Harmon ne les fit pas taire. Il se contenta d'observer Sarah avec ce qui pouvait passer pour de la sympathie. Gisham se leva pour le contre-interrogatoire. Il se déplaçait comme un prédateur, tout en assurance. « Madame Bennett, vous affirmez que mon client vous a agressé. Pourquoi ne l'avez-vous pas signalé? » « À qui? À ses amis? » ?»« Au shérif qu'il paie. Vous admettez donc que vous n'avez aucune preuve. » »« J'ai ma parole. La parole d'une femme désespérée qui fuit des accusations de vol. » Gisham a souri froidement. « Dites-moi, Madame Bennett, combien d'enfants vivent actuellement avec vous? » Sarah a cligné des yeux, surprise par le changement de sujet. « 7. 7. Et combien d'entre eux sont les vôtres? Un seul est de mon sang, tous les autres sont des choix. Vous recueillez donc des enfants errants. Vous accueillez des enfants qui ne sont pas les vôtres. Certains diront que c'est noble, d'autres diront que c'est suspect. Comment une femme sans revenu peut-elle nourrir 7 enfants? Je m'en sors. En volant. Je n'ai jamais rien volé. Pourtant, vous vous êtes enfui avec 7 enfants. Sans argent, sans ressources. Comment expliquez-vous cela? Thomas se leva. Objection. Ce n'est pas « Asseyez-vous, monsieur », dit sèchement le juge Harmon. Vous n'êtes pas avocat. Gisham insista. Madame Bennett, n'est-ce pas vrai? Vous avez séjourné chez monsieur Thomas Callahan, un homme que vous connaissez à peine. Vous avez vécu dans sa maison, mangé sa nourriture, accepté sa charité. Il me l'a offerte. Pratique, n'est-ce que pas? Une veuve trouve un éleveur solitaire, emménage chez lui avec ses enfants. Très pratique. Sarah rougit. Ce n'était pas comme ça. Non, alors expliquez comment un fugitif recherché se retrouve chez un riche propriétaire terrien quelques semaines après avoir fui la justice. Je ne l'ai pas fait. Nous ne l'avons pas fait. Sarah regarda Thomas, vit la colère sur son visage, le vit se lever à nouveau. Ça suffit, dit Thomas. Sa voix couvrit le bruit. Vous déformez tout pour la faire passer pour coupable, alors que le seul crime ici est celui de Clayton. Il a tué son frère. Il a terrorisé cette femme. Et vous le défendez parce qu'il vous paye pour le faire. Le sourire de Gisham s'élargit. Et vous la défendez parce qu'elle vit sous votre toit. Dites-moi, monsieur Callahan, quelle est exactement votre relation avec l'accusé? J'ai dit que ça suffisait. Le marteau du juge Harmon retentit comme un coup de tonnerre. Monsieur Gisham, vous interrogez le témoin ou vous vous asseyez. Monsieur Callahan, un autre éclat et vous serez expulsé. Madame Bennett, dit-il d'une voix plus douce, répondez à la question. Quelle est votre relation avec Thomas Callahan? Sarah croisa le regard du juge. Il m'a sauvé la vie. Il a sauvé la vie de ma fille.
Il a sauvé 6 autres enfants qui n'avaient nulle part où aller. Voilà notre relation. C'est un homme bon qui a fait une bonne action alors que tout le monde nous tournait le dos. Avez-vous une relation amoureuse? La question resta en suspens comme de la fumée. Sarah sentit tous les regards braqués sur elle. Elle sentit le sourire narquois de Clayton. Elle sentit le regard de Thomas. Elle sentit son propre cœur battre à toute rompre. Non, dit-elle finalement. Mais j'aurais de la chance si un jour la réponse était oui. La salle retint son souffle. Gisham avait l'air triomphant. Thomas semblait abasourdi. Emma sourit. Pas d'autres questions, dit Gisham d'un ton suave. Sarah retourna à sa place, tremblante. Thomas lui prit la main et ne la lâcha pas, même lorsque les gens chuchotèrent et la montrèrent du doigt. L'accusation appela son dernier témoin, le shérif Hayes. Il témoigna au sujet du mandat, de la prime, des mensonges. Il admit avoir d'abord cru Clayton, mais avoir changé d'avis après avoir parlé aux témoins. « Pourquoi avez-vous changé d'avis? » demanda Atkins. « Parce que 6 hommes ne mentent pas tous de la même manière, à moins qu'ils ne disent la vérité. Et parce que j'ai vu comment Clayton regardait Mme Bennett lorsque j'ai essayé de l'arrêter. Ce n'était pas de l'inquiétude, c'était de la possessivité. Et aucun homme ne devrait regarder une femme de cette manière. » L'avocat de Clayton tenta de le discréditer, mais Hayes resta ferme. Finalement, le juge Harmon ajourna l'audience. « Nous nous réunirons demain pour les plaidoiries finales. » La cour est levée. Les gens ont envahi les allées. Sarah s'est effondrée contre Thomas. « J'ai tout gâché. »« Non, ce n'est pas vrai. J'ai dit à toute la ville que toi et moi, tu as dit la vérité. Il n'y a aucune honte à cela. » Emma a serré sa mère dans ses bras. « Tu as été courageuse, maman. Tellement courageuse. » Mais Sarah ne se sentait pas courageuse. Elle se sentait exposée, à vif, comme si tous les secrets qu'elle avait enfouis avaient été mis au grand jour et jugés. Ils sortirent par l'arrière pour éviter la foule, mais les amis de Clayton les attendaient. 3 hommes bloquaient la ruelle. Des hommes imposants, à l'air méchant, armés. Le chef s'avança. « Madame Bennett, nous avons reçu un message de Clayton. » Thomas poussa Sarah derrière lui. « Écartez-vous. Je ne peux pas faire ça. Vous voyez, Clayton n'apprécie pas les mensonges. Et votre femme là-dedans a très bien menti. » L'homme sourit. « Il veut qu'elle sache que le procès n'a pas d'importance. Il sera bientôt libre. Et quand il le sera, il viendra récupérer ce qui lui appartient. » « Elle n'est pas à lui, » dit Thomas d'un ton neutre. « Ce n'est pas ce que dit Clayton. Il dit qu'elle lui appartient de droit, qu'elle est la veuve de son frère, sa responsabilité, sa propriété. » « Répétez ça, » grogna Thomas. « Tu verras ce qui se passera. » L'homme posa la main sur son arme. Ses amis firent de même. Thomas ne bougea pas, mais Sarah sentit la tension monter en lui comme un ressort. « Va-t'en, » dit Thomas. « Tente que tu le peux encore, sinon quoi? Je me battrai contre vous 3 s'il le faut. » Le silence se fit dans la ruelle. Puis une voix s'éleva. « Il n'aura pas à le faire. Il aura de l'aide. » Le pasteur Silas apparut à l'entrée de la ruelle, un fusil à la main. Derrière lui, 6 habitants du village, les mêmes qui s'étaient opposés à Clayton auparavant. Les 3 hommes hésitèrent, se regardèrent, évaluèrent leurs chances. « Ce n'est pas fini, » dit le chef. « Si, » répondit Thomas, « c'est fini. » Les hommes partirent en marmonnant des menaces. Silas baissa son fusil. « Je vous ai vu la suivre. Je me suis dit que tu aurais peut-être besoin de renfort. » Thomas acquiesça. « C'est normal. C'est ce que font les voisins. Ils viennent à ton aide. » Silas regarda Sarah. « Tu t'en es bien sortie, madame, vraiment bien. » Sarah ne pouvait pas parler, elle se contenta d'acquiescer. Cette nuit-là, ils passèrent la nuit dans une pension. Une chambre, 3 lits. Sarah resta éveillée, les yeux fixés au plafond, repassant dans sa tête chaque mot qu'elle avait prononcé au tribunal. « Tu es réveillée ?» murmura Emma. « Oui. Ce que tu as dit à propos de Thomas, que tu avais de la chance? Tu le pensais vraiment? » Sarah regarda sa fille. « Oui, ma chérie, je le pensais vraiment. Tant mieux, parce que je l'aime bien. J'aime la façon dont il te regarde, comme si tu avais de la valeur. J'ai de la valeur, je le sais, mais c'est agréable quand quelqu'un d'autre le sait aussi. » De l'autre côté de la pièce, Thomas faisait semblant de dormir, mais Sarah savait, à sa respiration, qu'il était réveillé. Elle savait qu'il avait tout entendu. Demain, ce seraient les plaidoiries finales, puis le verdict, puis tout ce qui suivrait. Mais ce soir, dans cette petite pièce,
Avec sa fille à ses côtés et Thomas tout près, Sarah sentait que quelque chose avait changé. Elle sentit le poids qu'elle portait commencer à s'alléger. Elle sentit l'avenir devenir moins terrifiant et plus possible. Elle avait dit la vérité, toute la vérité, aussi crue, douloureuse et honteuse fut-elle, et le monde ne s'était pas écroulé. Peut-être que cela suffisait. Peut-être que la vérité suffisait toujours, même lorsqu'elle faisait mal. Sarah ferma les yeux et, pour la première fois depuis des années, dormit sans faire de cauchemar. Le matin arriva trop vite. Sarah se réveilla et trouva Emma déjà habillée, en train de lui tresser les cheveux d'une main assurée qui ne trahissait en rien la peur que Sarah savait la habiter. Thomas se tenait près de la fenêtre, observant la rue en contrebas où les gens s'étaient déjà rassemblés, impatients de connaître l'issue de ce spectacle qu'ils avaient déguisé en justice. « Ah, miss. Tu es prête? » demanda-t-il sans se retourner. « Non, » répondit Sarah honnêtement, « mais j'y vais quand même. » Le tribunal était encore plus bondé que la veille. Les gens se tenaient dans les allées, pressés contre les murs, tendant le cou pour mieux voir. Sarah sentait leurs regards comme des brûlures. Certains étaient curieux, d'autres compatissants. Certains étaient déjà convaincus de sa culpabilité ou de son innocence, sur la base de ragots et de préférences. Le juge Harmon entra et la salle se tut. Plaidoirie finale. Monsieur Gesham, vous pouvez commencer. L'avocat de Clayton se tenait debout, lissant son gilet. Il s'adressait au jury comme à des enfants ayant besoin d'être guidés. Messieurs, vous avez entendu les témoignages. Vous avez entendu des accusations, mais les accusations ne sont pas des preuves. 6 hommes ont affirmé avoir vu Clayton Bennett donner un coup de pied à un cheval. Pourtant, aucun n'a vu le contact physique. Ils ont vu un homme s'approcher de son frère. Ils ont vu un cheval s'emballer. Ils ont vu la tragédie se dérouler. Mais corrélation n'est pas causalité. Il faisait les 100 pas, les mains jointes derrière le dos. Nous avons maintenant Bennett, une femme qui, de son propre aveu, vit avec un homme qu'elle connaît à peine. Une femme qui a fui les poursuites judiciaires. Une femme qui recueille des enfants comme des chats errants et compte sur la charité pour les nourrir. Elle prétend que mon client l'a agressée, mais n'a déposé aucune plainte. Elle prétend qu'il l'a menacée, mais n'a aucun témoin. Elle prétend qu'il a tué son frère, mais n'apporte aucune preuve, si ce n'est sa fierté blessée et son imagination débordante. Gesham s'est arrêté devant le jury. Mon client est un propriétaire foncier, un homme d'affaires, un homme respecté dans cette région. Est-il parfait? Non. Mais ce n'est pas un meurtrier. C'est un homme qui tente d'honorer la mémoire de son frère en prenant soin de la veuve que Daniel a laissée derrière lui. Et au lieu de gratitude, il reçoit des calomnies. Au lieu de respect, il reçoit des accusations. Ce procès n'a rien à voir avec la justice. Il s'agit d'une femme méprisée qui utilise son chagrin comme une arme. Il s'assit. Le jury semblait pensif, trop pensif. Sarah eut un serrement d'estomac. Atkins se leva. Contrairement à la prestation suave de Gesham, le procureur s'exprima sans détour. La défense veut vous faire croire que 6 hommes ont conspiré pour mentir au sujet du même événement. Elle veut que vous ignoriez que Mme Bennett n'avait rien à gagner et tout à perdre en se manifestant. Elle veut que vous prétendiez que les hommes puissants n'abusent pas de leur pouvoir chaque jour. Il se dirigea vers le banc des jurés. Daniel Bennett est mort parce que son frère voulait ce qu'il avait. Une ferme, une femme, une vie que Clayton enviait, alors il s'en est emparé. Pas d'un seul coup. Lentement, délibérément. Il a tué Daniel et a qualifié cela d'accident. Il a terrorisé Sarah et a qualifié cela de protection. Il a détruit sa réputation et a qualifié cela de justice. Et maintenant, il est assis ici, dans un costume impeccable, souriant parce qu'il pense que la richesse et le statut social le rendent intouchable. Atkins a pointé Clayton du doigt. Mais Sarah Bennett l'a touché. Elle s'est levée, a témoigné, a tout risqué pour dire la vérité. Les 6 témoins l'ont fait de même. Ils ont brisé leur silence, car le silence protège les coupables et enterre les innocents. Ce procès vise à déterminer si nous récompensons le courage ou si nous le punissons, si nous nous rangeons du côté des puissants ou des impuissants, si la justice a un sens. Il retourna s'asseoir. La salle d'audience était silencieuse. Le juge Harmon s'adressa au jury. « Messieurs, vous avez entendu les 2 parties. L'accusation est celle de meurtre. La charge de la preuve incombe à l'accusation. Vous allez délibérer et rendre votre verdict.
L'audience est suspendue. Le jury sortit. Sarah les regarda partir, essayant de lire sur leur visage. Certains semblaient troublés, d'autres sûrs d'eux. Aucun ne la regarda. Combien de temps crois-tu que ça va prendre? Murmura Emma. Ça pourrait être des heures, ça pourrait être des jours. Thomas se leva. Allez, viens, on va prendre l'air. Ils sortirent, où la journée était trop lumineuse, trop normale. Alors que le monde de Sarah était en suspens, les gens se rassemblaient en groupe, débattaient, discutaient, pariaient sur l'issue comme s'il s'agissait d'une course de chevaux plutôt que de la vie d'un homme. Sarah trouva un banc à l'écart de la foule. Emma s'assit d'un côté, Thomas de l'autre. Ils ne parlaient pas, ils étaient simplement là, attendant ensemble. 1 heure passa, puis 2. Le soleil montait dans le ciel. Les mains de Sarah n'arrêtaient pas de trembler. Quoi qu'il arrive, commença-t-elle. Non, dit Thomas, ne commence pas à envisager le pire, pas encore. Mais s'il le déclare est innocent, alors nous gérerons cela ensemble. Emma prit la main de sa mère. Il a raison, maman. Nous sommes ensemble maintenant. Cela change les choses. Sarah voulait y croire. Elle voulait croire que l'amour et la loyauté étaient une armure suffisante contre des hommes comme Clayton. Mais elle avait appris à ses dépens que les bonnes intentions n'arrêtaient pas les balles ni les jugements légaux. 3h04. Le soleil commençait à descendre. Les gens s'agitaient, avaient faim, s'énervaient que le spectacle prenne autant de temps. Puis le huissier apparut. Les jurés avaient rendu leur verdict. La salle d'audience se remplit à nouveau. Le cœur de Sarah battait si fort qu'elle en avait la nausée. Thomas lui prit la main et la serra fort. Emma se blottit contre elle. Les 12 jurés entrèrent, le visage solennel, évitant tout contact visuel. C'était mauvais signe, n'est-ce que pas? Sarah ne se souvenait plus de ce qu'elle avait entendu dire au sujet des jurys et du contact visuel, ni de ce que cela signifiait. Le juge Harmon prit la parole. Le jury est-il parvenu à un verdict? Le président du jury se leva. C'était un homme d'âge mûr, buriné par le temps, qui tenait un morceau de papier comme s'il pesait 1 tonne. Oui, votre honneur. Que dites-vous? Le président du jury regarda Clayton, puis Sarah, puis à nouveau le juge. Nous déclarons l'accusé Clayton Bennett coupable de meurtre au 1er degré. Le mot « coupable » fit l'effet d'une bombe. La salle d'audience explosa. Les gens crièrent « certains de droit » d'autres d'indignation. Clayton se leva d'un bond, le visage violet de rage. Son avocat lui saisit le bras. Le juge Harmon frappa à plusieurs reprises avec son marteau. Silence. Je veux du silence ou je fais évacuer cette salle. Peu à peu, le bruit s'éteignit. Clayton se tenait raide, les poings serrés, fixant le jury avec une haine évidente. La voix du juge Harmon était dure comme la pierre. Clayton Bennett, vous avez été reconnu coupable du meurtre de votre frère, Daniel Bennett. La peine pour meurtre est la mort par pendaison. L'exécution aura lieu dans 3 jours. Que Dieu ait pitié de votre âme. Le visage de Clayton devint blanc, puis rouge. Puis il éclata d'un rire aigu, sauvage et brisé. Ce n'est pas fini. Vous croyez que j'ai terminé? Vous croyez? Faites-le sortir, juge Harmon. Les adjoints entourèrent Clayton. Il se débattit, continuant à crier. Tu es à moi, Sarah. Tu m'entends? Tu seras toujours à moi. Tu peux courir jusqu'au bout du monde, mais tu seras toujours. Ils le traînèrent dehors. Sa voix résonna dans le couloir, s'évanouissant dans le néant. Sarah ne pouvait plus bouger, ni respirer, ni comprendre que c'était fini. Vraiment fini. Emma pleurait. Des larmes de joie peut-être, ou de soulagement, ou simplement la libération de 2 années de peur. Thomas les serra toutes les deux contre lui et Sarah enfouit son visage dans sa poitrine et trembla. Les gens les entourèrent. Le pasteur Silas souriait largement. Marcus et les autres témoins se serraient la main, se félicitant mutuellement. Le shérif Hayes, qui semblait avoir rajeuni de 10 ans, approuvait d'un signe de tête. Mademoiselle Agatha Winslow s'essuyait les yeux avec un mouchoir. « Justice !» dit Agatha. Enfin, justice. Dehors, le soleil se couchait, peignant le ciel de couleurs qui ressemblait à de l'espoir. Thomas guida Sarah vers le chariot tandis qu'Emma s'occupait des sympathisants, remerciant les gens avec une grâce qui dépassait son âge. « Nous devrions te ramener à la maison, » dit Thomas. La maison. Les mots s'installèrent dans la poitrine de Sarah, chauds, étrangers et justes. Ils allèrent chercher les autres enfants chez le pasteur Silas. Les retrouvailles furent chaotiques.
Les petits pleuraient, riaient et parlaient tous en même temps. James montrait un cheval en bois que quelqu'un lui avait sculpté. Anna chantait une chanson qu'elle avait apprise. Michael, toujours maigre mais en voie de guérison, se jeta dans les bras de Sarah. « Tu es revenu. Bien sûr que je suis revenu. Promets-moi que tu ne repartiras plus. » Sarah s'agenouilla, le tenant à bout de bras pour qu'il puisse voir son visage. « Je te le promets, mon bébé, nous avons fini de fuir. Nous sommes chez nous maintenant. » Le trajet de retour au ranch prit 2 jours. Comme avant, mais tout semblait différent, plus léger. Les enfants chantaient des chansons, inventaient des jeux, se disputaient et riaient, et se comportaient comme des enfants plutôt que comme des réfugiés. Emma chevauchait à côté de Thomas, lui posant des questions sur les chevaux et l'élevage, et lui demandant si elle pourrait apprendre à attraper le bétail au lasso. Il répondait à chaque question sérieusement, comme si ses pensées comptaient, comme si elles comptaient. Sarah les observait et sentait quelque chose se fissurer dans sa poitrine. Pas se briser, s'ouvrir, faire de la place pour quelque chose qu'elle croyait mort avec Daniel. La deuxième nuit, après que les enfants se furent endormis et qu'Emma eut sombré dans le sommeil au milieu d'une phrase, Thomas et Sarah s'assirent près du feu. « Merci, dit Sarah. Tu l'as dit. Je continuerai à le dire. Vous n'étiez pas obligé de faire tout cela. Vous n'étiez pas obligé de nous accueillir, de me soutenir ou de tout risquer pour des gens que vous connaissiez à peine. » Thomas remua le feu. Margaret et moi avions l'habitude de parler de ce que nous ferions si nous avions des enfants, ou nous les élèverions, ce que nous leur enseignerions. Elle voulait une maison pleine de bruit, de rire et de désordre. Elle voulait des enfants qui courent partout, qui ramènent à la maison des animaux errants et qui traînent de la boue partout. Il sourit faiblement. Elle aurait adoré ça. Elle les aurait aimés. Elle t'aurait aimé. Tu n'en sais rien. Moi, je le sais. Margaret avait un don pour cerner les gens. Elle voyait au-delà des apparences. Elle allait droit au but. Et elle respectait énormément une femme qui avait élevé 7 enfants à la seule force de sa détermination et de son amour. Sarah fixait les flammes. Je ne sais pas ce qui va se passer maintenant. Comment vivre sans fuir, sans avoir peur? Je ne sais pas qui je suis quand je ne suis pas en mode survie. Alors on trouvera ensemble. Présente-moi ces enfants. On construira quelque chose de nouveau. Ce ne sera pas parfait, mais ce sera à nous. Et si je suis brisé? Et si je suis trop abîmé pour être à nouveau entière? Thomas la regarda. Sarah, tu as porté un enfant mourant sur 15 km. Tu as repoussé un homme 2 fois plus grand que toi. Tu as témoigné devant une salle pleine de gens qui te traitaient de menteuse et pire encore. Tu as protégé 7 enfants alors que la plupart auraient abandonné. Ce n'est pas être brisé. C'est la chose la plus forte que j'ai jamais vue. Les yeux de Sarah se remplirent de larmes. Je ne me sens pas forte. Tu n'as pas besoin de l'être. Je le croirai pour nous deux jusqu'à ce que tu rattrapes ton retard. Elle rit à travers ses larmes. Tu es trop gentil avec moi. Non, je suis juste assez gentil. Il y a une différence. Ils s'assirent en silence, les épaules se touchant, regardant les étoiles apparaître une à une. Quelque part dans l'obscurité, un coyote hurla. Plus près, l'un des enfants murmura dans son sommeil. Et quelque part à l'intérieur de Sarah, la dernière pièce de son armure tomba. Thomas. Oui, ce que tu as dit au tribunal à propos du jour où elle cesserait de vaciller, à propos de la chance que tu aurais si la réponse était oui. Oui. Tu le pensais vraiment? Thomas se tourna vers elle. Chaque mot. Je ne suis pas prête. Pas encore. Daniel est encore trop présent. Et j'ai besoin de temps pour guérir, pour découvrir qui je suis sans peur. Mais un jour, Sarah croisa son regard. Oui, un jour. Si tu es prête à attendre, Sarah, j'attendrai éternellement si c'est ce dont tu as besoin. Mais je ne pense pas que tu aies besoin d'éternité. Je pense que tu as juste besoin de temps pour te rappeler que tu as le droit de vouloir des choses, le droit d'être heureuse, le droit d'aimer à nouveau sans que cela efface ce que tu as vécu auparavant. Comment le sais-tu? Parce que je l'ai déjà fait. Margaret est toujours là. Il se toucha la poitrine, juste ici, comme toujours. Mais cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de place pour toi. Le cœur a de la place pour toutes sortes d'amour. Passé, présent, futur, il ne s'épuise pas, il grandit simplement. Sarah l'embrassa alors, doucement, brièvement et terrifiée. Quand elle se recula, Thomas sourit. « Trop tôt ?» demanda-t-elle. « Non, juste au bon moment. »
Ils retournèrent au ranch 3 jours plus tard. La maison semblait différente. Pas physiquement, juste comme il fallait, comme si elle les avait attendus, comme si elle savait que c'était là qu'ils devaient être. Les enfants jaillirent du chariot, se précipitant pour explorer l'espace reconquis, le territoire marqué. Emma aida à décharger tandis que Thomas s'occupait des chevaux. Sarah se tenait dans l'embrasure de la porte, regardant la maison qui lui avait sauvé la vie. Mademoiselle Agatha Winslow apparut sur le chemin, portant un autre panier. Elle avait pris l'habitude de venir chaque semaine, apportant de la nourriture et du tissu, essayant lentement et prudemment de se racheter. « Bienvenue chez vous, dit Agatha. « Merci, j'ai apporté un ragoût et du tissu pour les rideaux. J'ai pensé que vous voudriez peut-être vous approprier cet endroit. » Elle marqua une pause. « Si vous restez. » « Nous restons, Agatha sourit. « Tant mieux. La ville a besoin de gens comme vous. Des gens qui nous rappellent ce qu'est le courage. » Après son départ, Sarah trouva Thomas dans la grange. Agatha a apporté des rideaux. C'est vrai. Je pense qu'elle essaie de se racheter pour avoir été horrible. Les excuses sont une chose. Changer de comportement en est une autre. Le temps nous dira laquelle des deux elle nous offre. Sarah s'appuya contre la stalle. « Je veux te parler de quelque chose. » Thomas arrêta de brosser le cheval. « D'accord. Ces enfants ont besoin de stabilité. Ils ont besoin de savoir qu'ils ne sont pas là temporairement. Ils ne le sont pas. Je sais, mais ils ont besoin que ce soit officiel, légal. Je veux les adopter, tous les 6. » La voix de Sarah se stabilisa. « Et je veux que nous les élevions ensemble. Pas maintenant, pas tout de suite, mais à terme, quand nous serons prêts. Je veux que ce soit réel. » Thomas posa la brosse. « Tu es en train de dire ce que je pense que tu es en train de dire. Je dis que je veux un avenir avec toi, avec eux, avec tout ce que cela implique, le désordre, le bruit et le chaos que Margaret voulait. Je veux le construire ici, avec toi. » Thomas s'approcha d'elle et prit son visage entre ses mains. « Alors construisons-le. » Ce baiser était différent. Pas hésitant, pas effrayé, juste certain. Comme une promesse faite et tenue dans le même souffle. Quand ils se séparèrent, Emma se tenait dans l'embrasure de la porte, souriant. Enfin. « Depuis combien de temps es-tu là? » demanda Sarah. « Assez longtemps. » Emma s'approcha et les enlaça tous les deux. « Cela signifie-t-il que Thomas reste? »« Si tu veux bien de moi, dit Thomas, nous te voulons tous. Mais tu dois apprendre à James à faire des nœuds, aider Anna à écrire ses lettres et raconter des histoires à Benjamin avant de se coucher. » Et à Emma. Sarah rit. Il a compris. Il voulait juste s'en assurer. Ce soir-là, la maison était à nouveau pleine. Les enfants mangeaient, se disputaient et jouaient. Thomas racontait des histoires sur son enfance, les faisant rire. Sarah observait tout cela et sentait sa poitrine se gonfler d'une émotion qu'elle avait presque oubliée. De la joie. Une joie simple, sans complications. Plus tard, après que les enfants se furent endormis, Sarah se tint sous le porche où elle avait passé tant de nuits à imaginer les pires scénarios. Thomas la rejoignit, une tasse de café à la main. « Tu penses que Clayton est mort? » demanda Sarah. « Probablement. Le shérif a dit 3 jours. Ce serait aujourd'hui. »« Tant mieux. Tu le penses vraiment? » « Oui, c'était un poison. Le monde est meilleur sans lui. » Sarah but une gorgée de café. « Est-ce que cela fait de moi une mauvaise personne? » « Cela fait de toi un être humain. » Certaines personnes méritent la miséricorde. D'autres méritent de la justice. Clayton a eu ce qu'il méritait. Sarah acquiesça. Au loin, les montagnes se dressaient, noires contre les étoiles. Quelque part là-bas, Clayton Bennett avait disparu. Ses menaces étaient réduites à néant, son pouvoir brisé, et elle était là, vivante, entourée de personnes qui s'étaient battues pour elle. « Je n'aurais jamais pensé arriver jusqu'ici, » dit Sarah doucement. « Quand je m'enfuyais, je pensais que nous allions mourir dans un champ gelé, oublié. Je n'aurais jamais imaginé cela. Cette maison, cette famille, cette sécurité, toi. » Elle le regarda. L'espoir. Thomas la serra contre lui. « Tu as tout cela maintenant, et je compte bien faire en sorte que cela reste ainsi. Promis, promis. » Ils se tenaient ensemble alors que l'hiver approchait et que le feu brûlait doucement à l'intérieur. 7 enfants dormaient en sécurité. 2 personnes brisées s'étreignaient. Et quelque part, dans le Montana,
Sous les étoiles qui avaient été témoins de tant de souffrances, une nouvelle histoire commençait. Elle n'était pas parfaite, ni sans douleur, mais c'était la leur. 6 mois plus tard, le pasteur Silas les maria sous le peuplier où Margaret était enterrée. Cela semblait approprié d'une certaine manière. Le passé et l'avenir se rencontraient et se bénissaient mutuellement. Emma était témoin, tenant Benjamin dans ses bras. Les autres enfants formaient un cercle, se tenant par la main, souriant. Mel Agatha pleurait. Le shérif Hayes était présent. La moitié de la ville était venue apporter de la nourriture et des vœux de bonheur. Lorsque Thomas embrassa sa nouvelle épouse, les enfants applaudirent. Lorsque Sarah regarda sa famille, car c'était désormais ce qu'ils étaient, légalement et complètement, sa famille, elle sentit la dernière trace de peur se dissoudre. Elle avait été traquée, brisée, terrifiée. Mais elle avait survécu, plus que survécu. Elle s'était construit une vie à partir de rien, avait trouvé l'amour dans des endroits inattendus, avait élevé 7 enfants avec courage et obstination, et se tenait maintenant aux côtés de l'homme qui lui avait ouvert sa maison et son cœur sans hésitation, entourée d'enfants qui l'avaient choisi autant qu'elle les avait choisis. Sarah Bennett Callahan croyait enfin ce que Thomas lui avait toujours dit. Elle était chez elle. Et chez elle, ce n'était pas un endroit. C'étaient des gens. Des gens qui vous avaient vu dans vos pires moments et qui étaient restés malgré tout. Des gens qui vous avaient soutenu quand vous étiez tombé et qui s'étaient réjouis quand vous vous étiez relevé. Des gens qui vous aimaient non pas malgré vos cicatrices, mais à cause d'elle. Cette nuit-là, alors qu'elle était allongée à côté de Thomas, les enfants respirant doucement dans les chambres voisines, Sarah ferma les yeux et pensa à Daniel. Elle espérait qu'il approuverait. Elle espérait qu'il serait heureux qu'elle ait retrouvé le bonheur. Et d'une manière ou d'une autre, dans le calme de son cœur, elle sentit sa réponse. Vis, Sarah. Vis pleinement, bruyamment et sans retenue. C'est tout ce que j'ai toujours voulu pour toi. Alors elle le fit.